Moi, ce qui m'avait marqué dans sa façon d'éclairer, c'est qu'au final, il n'y avait pas 15 000 trucs. Numérique versus intelligence artificielle. La couleur n'est pas restituée de la même manière, ça se voit. C'est la dernière fois que tu parles pendant que je parle. La lumière ne se voit pas, elle révèle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de Regard Cam. Regard Cam, c'est le podcast qui vous parle d'audiovisuel et de cinéma en invitant des personnes qui travaillent dedans. Je suis Venceslas Kenyart, youtubeur la nuit et smicard le jour. Et encore une fois, j'ai l'immense plaisir d'être aux côtés de Steven Briand. Salut Vence, et donc oui effectivement Regard Cam c'est un épisode, un invité et un parcours par mois. Et aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Adrien Vedel qui est donc chef opérateur. Bonjour tout le monde. Bonjour Adrien. Adrien, du coup tu es directeur de la photographie, tu as pu travailler sur de la publicité, du clip, du court et du long métrage. Actuellement, tu es sur un projet de long métrage assez particulier dont on va pouvoir parler un peu plus après. Et aussi, on va pouvoir te retrouver sur Souvenirs de sable, donc le court métrage de Steven qui va se tourner cet été. Tout à fait. Donc déjà, là, je t'ai bien enchaîné, mais est-ce que ça va, Adrien ? Ça va très bien, ouais. Eh ben, écoute, c'est bon à entendre. Adrien, il y a un petit truc dont je me suis rendu compte en préparant le podcast. Je suis né dans le 17e. Donc, on est voisins d'arrondissement, puisque toi, tu viens du 18e. Tout à fait, ouais. 18e arrondissement qui, de ce que j'ai pu comprendre, était assez important dans ton développement créatif, tes inspirations. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce début de vie dans le 18e et de comment ça t'a éveillé ? Bah écoute, c'est une vie très calme, très simple, dans le bas du 18e, pas très loin de Porte de Saint-Ouen. Et c'est, on va dire... un quartier qui est multiculturel et qui m'a permis de rencontrer beaucoup de gens très différents, très rapidement, et qui m'a un peu ouvert au monde aussi d'une certaine manière. Ouais. Et comment est-ce que tu t'es un peu dirigé du coup vers la vidéo ? Est-ce que c'était C'est la photo surtout, moi. J'aimais prendre des photos étant petit. J'étais assez obsessionnel par rapport à ça. Et je pense que c'est la photo qui m'a amené à faire du cinéma. Et tu as commencé, du coup, tu t'es dirigé dans des études de cinéma directement ? Écoute, moi, j'ai pas été très très bon à l'école. Je t'avoue que j'étais un peu un cancre. J'ai redoublé plusieurs fois, même 2 fois pour te dire. Mais quand j'ai su un peu ce que je voulais faire, etc., j'ai réussi à rentrer dans un BTS audiovisuel en public, quoi, grâce à mon dossier photo, pas par rapport à mon parcours d'étudiant, parce que j'étais pas très très bon. Et puis après, voilà, j'ai fait la fac, quoi. J'ai fait Paris 1. J'ai pas tenté les grandes écoles parce que j'avais ce background un peu de cancre qui fait que je me suis dit, je vais partir avec mes potes du BTS et mes potes de la fac et on va essayer de faire des choses ensemble et on va essayer de grandir ensemble. Moi, c'est comme ça que j'ai tenté le truc. Ok. Donc j'ai été assistant caméra pendant longtemps avant d'être chef op. Sans avoir été dans une grande école, comment est-ce que tu as pu réussir à faire tes premières expériences un peu pro ? Eh ben, en travaillant sur beaucoup de courts-métrages, bénévolement, en rencontrant des gens au fur et à mesure, en intégrant des équipes avec des chefs opérateurs, tu grandis avec eux, et des chefs opératrices aussi. Pas mal, parce que j'ai beaucoup bossé avec des chefs opératrices. Et tu grandis avec eux. Tu avances comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai fait mon chemin. Ok, donc plus sur avec une famille, en fait. C'est un peu une famille de cinéma ou une famille... d'étudiants avec qui tu grandis, quoi. C'est comme ça qu'on s'est beaucoup aidé entre nous, en fait. C'est surtout ça. Ce que je retiens un peu de ce début de parcours, c'est un truc que Steven nous répète assez souvent, c'est le plus important, même si on paye des écoles assez chères, c'est vraiment de faire des projets à côté, finalement, de s'exercer le plus et de rencontrer des gens. C'est un peu ce que je retiens de ton début de parcours. Et tu nous disais, du coup, que tu as commencé en tant qu'assistant. Est-ce que tu peux nous parler un peu du concret ? Qu'est-ce qu'on fait quand on est assistant sur ce poste ? Quand tu es assistant caméra, déjà, il y a plusieurs postes quand tu es assistant caméra. Tu as le premier assistant caméra qui s'occupe de faire le point sur les comédiens, de gérer un peu toutes les configs caméra. Je sais pas, qu'elle soit à l'épaule, qu'elle soit sur une dolly, qu'elle soit sur une grue, qu'elle soit, je sais pas moi, si tu fais des configs dans l'eau, et ben voilà, faut gérer un peu tout ce qui va autour de ça, que la caméra soit safe.
Et voilà, après, tu as un second qui donc s'occupe plutôt, on va dire, de tout ce qui est organisation entre le camion et la face, mais également aussi qui peut s'occuper des datas s'il n'y a pas de data manager, donc de faire les backups pardon, des rush caméras. Et pour finir, tu as un troisième assistant, ou un assistant vidéo, qui va s'occuper du vidéo village. C'est concrètement, voilà, s'assurer que tout le monde ait une image à regarder pour travailler tous ensemble. C'est un peu ça. Ouais, vidéo village, c'est vraiment. Là, tu es sur un film américain, on est d'accord, mais voilà. Et je me permets juste une précision. Tu disais le second assistant, il fait le lien entre le camion et la face. Ouais. Juste pour préciser, la face, qu'est-ce que c'est? La face, c'est le plateau, c'est l'endroit où les comédiens jouent, où tout se passe, quoi. C'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'on fait pour passer d'assistant à chef de poste? Toi, comment ça s'est passé? Ah, comment te dire, on fait un grand saut. On descend les escaliers et on repart sur ce qu'on a pu faire quand on était étudiant, d'une certaine manière, moi je trouve. En tout cas, moi, ça s'est passé comme ça. C'est en gros, j'ai suivi pas mal de réalisateurs qui étaient relativement débutants ou assez jeunes dans leur expérience. Et tu grandis avec eux, tu te bats, tu essayes de rentrer sur des films. Je dirais à la passion, et au niveau du projet, il faut que ça t'intéresse. Enfin voilà, tu rencontres des gens et tu essayes de faire en sorte qu'il se passe quelque chose humainement parlant et artistiquement parlant pour essayer de collaborer ensemble, quoi. C'est un peu ça. Ça prend du temps. Ouais, ça a pris du temps. C'est un peu sortir de. Peut-être tu étais dans une zone de confort en tant qu'assistant, ou tu étais sur des projets assez payés, safe, tout ça. Et du coup, tu te retrouves en fait à repartir sur des projets un peu plus étudiants ou alors vraiment passion, sans être payé, mais du coup en ayant cette responsabilité de chef de poste, quoi. Moi, en tout cas, ça s'est passé comme ça, je dirais, tu vois. Mais oui, j'étais sur des... je faisais pas mal de longs métrages à ce moment-là, tu vois, j'étais plutôt bien. J'étais commencé à être bien installé, mais c'est pas ce que je voulais faire. Donc, à un moment donné, quand j'ai senti que j'avais une certaine légitimité, du moins, en tout cas, de connaissances sur un plateau et tout ça, je me suis dit, bon, il est temps d'y aller. Enfin, il est temps d'essayer, il est temps de faire ce que tu as envie de faire, quoi, depuis le début. Et ça s'est passé, c'est genre un projet en particulier ou c'est genre sur, je sais pas, un an, tu t'es dit, ah, en vrai, là, je sens que j'ai les épaules. Ça faisait déjà 1 an et demi que je pense, enfin, moi, j'ai fait 6 ans d'assistant à caméra à peu près. Je crois que j'ai commencé en 2011 ou 2012 et je crois que j'ai arrêté en 2018. Je sais plus trop, je sais pas le calcul, quoi. Mais ça faisait longtemps que je me disais qu'il fallait que je fasse le truc et comment te dire, c'est. Ouais, il y a un moment donné où je me suis dit, ça y est, il faut vraiment que je tente le truc. Et moi, je suis un peu radical. J'ai pas fait, tu vois, un entre-deux où tu prends un film en assistant caméra, puis après, tu t'occupes de faire ce que tu as envie de faire en tant que chef-op. Je l'ai fait un peu brutalement, tu vois. Mais parce que c'est comme ça que je marche aussi un peu, je pense. L'entre-deux, j'ai du mal avec ça. Ouais, arracher le pansement d'un coup, sortir de la zone de confort, sauter les 2 pieds en même temps. Tout à fait, c'est un peu ça. Et puis, naturellement, la première question qu'on a envie de te poser, c'est qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas, ne fait pas de cinéma, aime bien regarder des films et se pose un peu des questions quand il voit le générique, il voit chef opérateur et il sait pas ce que ça veut dire. C'est quoi un chef-op, quoi? Un chef opérateur image ou un directeur photo de la photographie, c'est quelqu'un qui va, pour moi, c'est l'épaule droite d'un réalisateur. C'est quelqu'un qui va, en fait, tout simplement s'impliquer sur toute la partie image, sur comment on va raconter, comment on va trouver le langage filmique pour raconter ce scénario, cette histoire. C'est quelqu'un qui va passer beaucoup de temps avec un réalisateur pour comprendre ses intentions, ses envies, ses goûts, ce qu'il aime pour ce film aussi, parce que chaque film a son truc, quoi. Et c'est quelqu'un qui va passer du temps et qui va coordonner, je pense, tout ça pour qu'à l'image, on ait un truc où, quand ton réalisateur ou ta réalisatrice regarde le combo, se disent « Ah, c'est ça que je voulais ». Donc, c'est un peu rentré, pour moi, c'est un peu rentré dans la tête d'un réalisateur. C'est de trouver un peu, de comprendre ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il a envie. Et après... c'est un travail d'équipe, quoi. Enfin, c'est aussi travailler main dans la main avec un chef décorateur ou une chef décoratrice. C'est travailler main dans la main aussi avec le costume, avec le maquillage, pour que tout fasse qu'il y ait une vraie belle direction artistique, en tout cas tout autour du film, en termes d'image. Moi, je pense que c'est très important de se coordonner avec tous ces corps de métier-là. Parce qu'on ne fait pas des belles images tout seul. Enfin, vraiment,
le chef, enfin, tu vois, la décoration, ça fait partie de l'image. C'est vraiment, c'est quelque chose, ça peut pas aller l'un sans l'autre, en fait, tout simplement. Je dirais ça. Et du coup, typiquement, ce travail-là, il va forcément se passer en partie sur le plateau, Tout à fait. En mais prépa. j'imagine il va se passer aussi en prépa, ouais. Ouais. Bah, c'est pour faire un bon film, en tout cas, je trouve réussi. Il faut prendre du temps, quoi. Il faut prendre du temps pour préparer, il faut prendre du temps pour que les choses se fassent bien, il faut faire des repérages artistiques, il faut faire des repérages techniques, il faut coordonner toutes les équipes, que ce soit... Alors nous, quand tu es chef op, tu es en charge d'avoir, de ton chef machino, de ton chef électro, de tes assistants caméra. Donc, bon, les assistants caméra, on a un peu expliqué, mais pour tout ce qui est chef électro, c'est les personnes, c'est l'équipe qui va s'occuper de la lumière. Et pour le chef machino, c'est la personne qui va s'occuper de toutes les accroches lumière, etc. En tout cas, du moins de les sécuriser, mais c'est aussi tous les mouvements. Ça va être du travelling, ça va être, par exemple, s'il y a un plan grue, bah, c'est les chefs, c'est les machinaux qui vont s'en occuper. Enfin voilà, pour un peu résumer un peu tout ça, c'est ça leur tâche, quoi. Au début du podcast, je t'ai présenté, peut-être nos auditeurs ont remarqué, peut-être ils sont un peu confus. Ouais. Je t'ai présenté comme directeur photo, ensuite on a dit chef opérateur, ensuite tu as dit les deux. Il y a d'autres termes aussi qui peuvent être utilisés aux États-Unis. Cinématographeur aussi. Cinématographeur. C'est la traduction littérale de chef opérateur image. Ok, d'accord. Et pour faire la différence entre un directeur photo et un chef opérateur image, je trouve qu'en France, on aime bien utiliser le mot directeur de la photographie. Or, c'est pas vraiment le cas. La majeure partie des directeurs de la photographie en France sont chefs opérateurs, ils prennent le cadre. En fait, c'est cadré. Être chef opérateur image, c'est faire la photo du film et la cadrer. Aux États-Unis, quand tu es directeur de la photographie, c'est hyper charté, etc. Tu es derrière un combo avec le réalisateur et tu donnes, voilà, tu as un cadreur en plus. Et c'est ça vraiment le métier de directeur de la photographie, c'est ça. Enfin, littéralement, je parle. Ok, donc c'est pas exactement le même poste dans le concret du tournage. En tout cas, c'est pas le même positionnement vis-à-vis de l'image, quoi. Aux US. Bah, aux US, disons que voilà, ils ont ce truc-là. Ouais. Nous, en France, on a bien ce mot-là, donc je pense qu'on l'a utilisé. Mais la vérité, c'est que quand tu prends le cadre, tu vois, quand tu prends le cadre sur un long métrage, tu as le demi-cadre, ça s'appelle comme ça, et c'est, je sais plus, 20 ou 30% de plus en salaire. Ah ça ouais, veut ok. dire, ça veut dire D'accord, ce que ça veut dire, tu vois. Ok, Ça veut ok. dire qu'en gros, ils considèrent que c'est, tu vois, Ouais. tâche en plus, quoi. Ouais, et alors du coup, une autre question, justement, quand tu étais assistant caméra, tu travaillais avec des chefs opérateurs. Ouais. Et est-ce que ça a nourri, toi, ta manière d'envisager ton métier? Est-ce que tu as vu des méthodes radicalement différentes d'un chef-op à un autre? Ou est-ce que au contraire, bon, grosso modo, quand tu veux réussir un film, au final, c'est toujours un peu le même chemin Écoute, il y a plein de films, je trouve que déjà, tous les opérateurs ne travaillent pas de la même manière. Tous les films n'ont pas les mêmes budgets, les mêmes moyens. Ouais, aussi. Donc ça change beaucoup. Et je pense que ça impacte aussi le travail d'un chef opérateur, le budget, on va pas se mentir. Mais je sais pas, moi, si je pense à Nicolas Bolduc, par exemple, moi, j'avais pu l'assister sur son premier film en France. Je crois que c'est un film pour Nicolas Bedos, Monsieur et Madame Adelman, en 2016. Il y a un petit moment déjà, il y a 10 ans, quoi. Typiquement, voilà, on avait... C'était full budget, je crois qu'on avait 10 ou 11 millions d'euros. Enfin, chaque tu vois, chaque source était sur une nacelle. Tu avais vraiment le sentiment que c'était illimité, mais c'était hyper intéressant parce que je me rappelle, ce qui est drôle, en plus de ça, c'est que le chef électro, c'était Eric JS. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en déménageant, c'était mon voisin de palier. Donc, quand on s'est retrouvé dans la cage d'escalier, il m'a dit, mais Adric, qu'est-ce que tu fais là? Je fais, j'emménage. Ok, voisin. Mais moi, ce qui m'avait marqué dans sa façon d'éclairer, c'est qu'au final, il n'y avait pas 15 000 trucs. Franchement, c'était une source qui était vraiment très, très bien placée. Ouais. Et vraiment une notion de diffusion. Et à l'intérieur, vraiment, il n'y avait pas beaucoup de rattrapage, etc. Peut-être du drap pour faire rebondir un peu le faisceau, etc. Et je trouvais ça vraiment magnifique. Enfin, il y avait vraiment un travail de texture aussi avec les machines à fumer qui tournaient constamment de manière très précise pour pas que ce soit trop dense. Mais je sais pas, il y avait des choses qui m'impressionnaient. Et après, il y a des films, tu vois, je sais pas, je pense à des courts-métrages ou à d'autres films, d'autres longs-métrages où c'est beaucoup plus naturaliste. Enfin, il y a vraiment des notions. Je trouve que chaque opérateur aussi travaille de leur manière, quoi. Et toi, là-dedans, il y a des choses, enfin, t'as une sensibilité où tu t'es dit, ah ouais, ça me parle vraiment. Ouais. Et Oui. Ouais. Non, quand j'étais assistant, il y avait vraiment des opératrices ou des opérateurs quand je regardais le combo et tout, je trouvais ça magnifique. Et pour d'autres, il y avait des choses où j'étais moins dedans, quoi. Tu vois, c'était moins ma sensibilité, je dirais ça, quoi. Tu vois. Je pense aussi à Edward Lachman. Moi, j'ai eu la chance, mais alors, vraiment, ça, c'était encore il y a plus longtemps, je crois, mais j'ai eu la chance de le rencontrer, de travailler avec lui, parce qu'il réalisait
et il chef-opait bien sûr un documentaire sur les Daft Punk quand ils faisaient Random Access Memory. Ouais. Et je me rappelle, il y avait Marianne Lamour en chef électro, qui est une des plus grandes chefs électro françaises. Et voilà, moi j'étais second, je loadais de la caméra, enfin de la pellicule, c'était des interviews en Super 16 avec des comédiens. Avec quoi, des comédiens, pardon. En fait, on interviewait beaucoup d'artistes musicaux français qui parlaient justement de cet album, qui était une préécoute un peu, tu vois. Et D'accord. c'était un peu un tour où il y avait l'Europe, je crois qu'il y avait l'Asie, il y avait l'Amérique. Et donc, ils faisaient un peu tout ce tour-là. Et je me rappelle travailler avec ce chef opérateur, c'était pas longtemps, hein, c'était je crois 2 ou 3 jours. C'était assez impressionnant. C'était pas du tout la même façon que les Français, que les Français travaillent. C'était beaucoup plus lourd pour un interview. Enfin, ça sortait des cadres 4x4 Ah ouais. avec des grosses sources et tout, mais c'était très beau, très diffus, très précis. Voilà, c'était hyper intéressant. Enfin, je sais pas, je pensais à ça, quoi. Et alors toi, du coup, justement, ça amène assez naturellement la question suivante, puisque là, finalement, tu parles quand même un petit peu de matos, de technique. Est-ce que quand on est chef-op, on a ses marques un peu préférées, ou moi j'aime bien bosser avec telle ou telle cam, ou est-ce que, comme tu le suggérais tout à l'heure, ça peut vraiment changer du tout au tout en fonction du projet, et que t'es pas plus attaché que ça à telle ou telle marque, quoi, ou manière de bosser? Je suis pas plus attaché que ça aux marques de caméra, etc. Pour moi, déjà, d'une part, ce qui est important, c'est le couple, c'est-à-dire que c'est optique capteur, et surtout c'est ça que pour moi qui fait une image. C'est pas voilà, tu vas prendre une Alexa mais tu prends des cailloux, des optiques, pardon, je sais pas, hyper chirurgicaux ou j'en sais rien, ou qui sont pas très très beaux, au final tu n'auras pas une image très très belle, tu vois. Vraiment c'est une notion optique caméra. Et après ça dépend du film que tu fais, ça dépend des références que tu as, des envies du réalisateur, voilà, tu vois, tout change en fonction de ça. Pour moi, c'est donc ça qui... T'as pas genre ta caméra fétiche de... Mon Alexa 35 et je bouge pas, quoi. Non, je sais pas, ça peut être une Venice, ça peut être, ça peut être des Alexa Mini si on n'a pas moins d'argent, parce que maintenant, quand même beaucoup de Alexa. L'Alexa 35, c'est la nouvelle. C'est vrai que moi, j'aime bien Alexa, c'est sûr, mais après... ça peut être, je sais pas, hein, ça peut être toute la gamme RED, ça peut être Sony, ça peut être de la pellicule, hein, ça peut être de la 435 ou de la 416. Enfin, ça dépend du projet, tout simplement. J'ai une petite question qui est pas prévue. Moi, je suis un peu un petit aficionado de. Je suis un peu vidéaste solo, mais je suis un petit aficionado de Blackmagic. J'aime bien le fait que ce soit. Comme le Seigneur des Anneaux, un anneau pour tous les gouverner. T'as la cam, le logiciel de montage qui fait tout. Je sais que récemment, ils ont sorti la Pixis 12K. Et ils essayent un peu de mettre un pied, du coup, vraiment dans la production cinéma poussée. Depuis un moment, hein. Ils essayent. Bon, elle n'est pas beaucoup prise, mais du moins les anciennes, je parle. Mais moi, j'ai travaillé aussi pour des films, tu vois, pour des documentaires, etc. J'ai utilisé beaucoup la Blackmagic 6K Pro et j'en suis hyper content. Hein. Couplé avec des optiques, etc. Franchement, ça envole je trouve que ça fait des très belles images. J'en suis très content. Mais pour répondre à ta question de l'Ursa 12K, c'est ça, hein? C'était la Pixis 12K, je crois. Alors moi, j'ai jamais travaillé avec. Je trouve que chez les loueurs français, en tout cas, on n'a pas trop cette caméra qui est proposée. Enfin, pas encore ou pas assez, peut-être. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que moi, j'ai vu des essais de la BBC. Enfin, je sais plus quoi. Je crois que c'était c'était HBO, pardon, c'est ça. C'est des essais qui étaient faits chez TSF à Paris avec un chef-op américain. Et en gros, si tu veux, c'est un mec qui a vraiment poussé les essais, c'est-à-dire qu'il a fait, je pense qu'il a travaillé pendant 8 mois. J'ai plus le nom de ce chef opérateur, qui est un très bon chef opérateur, mais en tout cas, voilà, c'était proposé par l'AFC. Et en gros, ils ont comparé, si tu veux, une Alexa Mini, une Alexa 35, une Red mince, j'ai plus le nom de cette Red, c'est quand même dommage. Raptor. Une Raptor, merci. Une Raptor, il y avait quoi? Du 35, il y avait donc la Blackmagic 12K, là, et il y avait également une Venice 2, quoi. Et figure-toi que moi j'ai trouvé que c'était pas non plus, c'était plutôt, ça suivait la lignée, quoi. Après moi je suis assez fan de la 35 sur les dernières caméras, on va dire, qui sont en vogue, quoi. Mais j'ai trouvé que c'était pas non plus, c'était plutôt pas mal, quoi. Après, si tu veux un petit top, moi je te mettrais la 35 maintenant, la Venice 2, et après on passe sur peut-être l'Ursa.
Donc Raptor, quoi. Alexa et Sony, quoi. Ouais, moi, en c'est gros, tu peux dire, quoi. c'est mes préfs, quoi. Enfin, Ok. c'est mes préfs, ouais. Ok. Et comme tu disais, le plus important, ça reste le couple capteur optique. Tout à fait. Et puis aussi le budget. Oui, On va pas s'en mentir. Ça- Hein. C'est un moment donné, on choisit pas vraiment ce qu'on peut prendre. Hein, ça quand- c'est le mur de réalité, ouais, Voilà. j'appelle ça. C'est tu veux faire des trucs, à un moment donné, Ouais. on te dit, bah t'attends. Ah, Ouais. ok. Du coup, l'hélicoptère, non, tout. pas ce coup-ci, quoi. Donc c'est un peu ça, c'est surtout aussi le budget. Hein. Au Ouais, début, ouais. tu t'adaptes beaucoup à Ouais, ça. ouais, Et ouais. puis encore après, quoi. Enfin, vraiment, tu Oui. fais comme tu peux, quoi. Et d'ailleurs, apparemment, enfin, quand on voit des interviews, même de grands réals Ah oui. hollywoodiens, les Toujours mecs des ils problèmes de disent, budget. même avec un énorme budget, t'as jamais assez en fait, parce qu'à chaque fois tu penses un truc qui est trop large par rapport à l'enveloppe qu'on te donne. C'est un peu comme la procrastination. Tu vas toujours faire le travail dans le temps que tu t'accordes à le faire. Mhm. Ouais. Bah, c'est ça. Et là, le truc, c'est que tu as un budget qui est souvent qui est pas extensible Ouais. et qu'il soit petit ou gros, au final, tu es toujours confronté à ça, quoi. Et on parlait de choix techniques, de contraintes de budget. Mhm. Est-ce que du coup, on peut parler un peu de la relation entre Dirfot et réalisateur? Ouais. Parce que j'ai la chance d'avoir un Dirfot et un réalisateur Ouais. qui en Quel plus heureux travaillent hasard. ensemble. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de la relation, comment ça se passe, comment on s'adapte à l'un à l'autre? Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour que ça matche finalement? Steven, je te laisse. Ok. Bah écoute, alors au départ, je pense ce qu'on fait, en tout cas quand moi je suis en tant que réal, quand je cherche un chef-op, en général, je vais vraiment commencer par regarder ce qu'il fait comme image, assez simplement, hein, c'est-à-dire je vais aller sur Instagram, je vais checker quelques projets, donc en général sur les Insta, tu as souvent le lien vers le site. Du coup, sur le site, je vais prendre le temps de regarder et je vais en parler aussi. Donc là, en l'occurrence, en fait, avec Adrien, on se connaît via un pote en commun Nico. qui s'appelle Nico Gauthier, qui est étalonneur et qui est très talentueux, en plus d'être très cool. Mhm. Nico, on t'aime. On Et, t'aime, Nico. et en fait, typiquement, sur le projet sur lequel on est en train de plancher ensemble, bah moi, je m'étais fait une petite shortlist de chef-op, quoi. Et du coup, je l'ai soumise à Nico. Et Nico, il m'a dit, mais vraiment du cash, quoi. Il m'a fait, bah, Adrien, en fait. Et alors, les autres chef-op étaient très bien aussi. Je tairai leur nom par souci de. J'ai pas envie que des gens se sentent lésés. Mais en tout cas, c'est vrai que pour le coup, ça a été du tac au tac. Mhm. Et en fait, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'était déjà croisés quelques fois autour d'une bière, à l'occasion, en sortant des talos, machin. Ouais. Et on avait déjà un petit peu parlé de cinéma. Donc, Tout à fait. toi, tu m'avais déjà dit que tu faisais du cours, que tu étais Mhm. intéressé pour développer des projets de cours et tout. Donc, moi, j'avais cette info-là en tête. Ouais. En parlant avec Nico, Nico m'oriente directement vers toi, en plus parce qu'il connaissait le projet aussi. Donc, il y a aussi ce truc-là, c'est-à-dire que ça dépend aussi du projet. Et là, typiquement, par rapport à ce que j'imaginais, il me dit, bah, je pense que lui, il peut être bien et tout. Donc, moi, tu étais déjà dans ma liste, mais du coup, ça a encore plus resserré le faisceau. Bien sûr. Du coup, je suis re-rentré encore un peu dans le détail de vraiment regarder les films, d'essayer de bien les avoir en tête et tout. Et puis après, je pense qu'on s'est appelé assez simplement. Je t'ai dit, voilà, j'ai ce projet-là, ça m'intéresserait d'en discuter avec toi. Et en fait, après, on se met autour de la table, on parle un petit peu. Donc, je t'envoie le script, Bien je sûr. pense, à ce moment-là. Je sais pas si j'ai encore le découpage, mais je pense que j'avais le T'avais script bien déjà. avancé quand même. Moi, Ouais. je me rappelle que t'avais quand même bien avancé. T'avais au moins une première version de découpage. Ouais. Et en fait, à partir de là, on a échangé. Ouais. Et en fait, ce que tu disais tout à l'heure, quoi, il y a des phases de travail, comme par exemple les repérages artistiques, qui sont des phases en fait hyper importantes, parce que c'est aussi des moments, en fait, c'est dans ces phases de travail qu'on va chercher, on va trouver le terrain commun, quoi. Ouais. Et je repense à ce moment quand on repérait la nuit et que je te disais, ouais, mais tu sais, moi, tu me disais, ouais, il faut de la lumière. Et moi, je suis en mode, oui, mais c'est la nuit. Et toi, tu me dis, bah ouais, mais s'il n'y a pas de lumière, on va rien voir. Et je suis en mode, ouais, mais bon, le gars, il conduit dans la nuit, machin truc. Et à un moment, il y avait un endroit où vous étiez en train de dire, cet endroit, il est cool. Et moi, j'étais là, mais non, c'est pas ce que j'imagine et tout. Et donc, moi, j'étais un peu dans mon truc de réal, de, mais non, ma vision, machin. Et toi, je me souviens, t'es parti 3 minutes. T'as fait une photo, t'es revenu, tu m'as fait regarde, c'est ça que je veux dire. Et là, j'ai vu le truc, tu sais, j'ai regardé la route, j'ai fait ah ouais, bah ouais, c'est chambé, ouais, en fait, on va faire ça là, quoi. Et en fait, il faut des moments comme ça, en fait. Il faut des moments où. Parce que tu vois, c'est. À un moment, juste parler, c'est bien, mais en fait, il y a toujours un décalage entre ce que tu t'imagines.
comment tu l'exprimes, comment l'autre il l'entend, comment il l'interprète et tout. Donc en fait, à un moment donné, se montrer un découpage technique, aller sur le terrain, prendre Tout à des fait. photos, s'envoyer des références. En fait, Ouais. tout ça, ça va nous aider à nous dire, des fois, à la fois, ouvrir les œillères, parce que des fois, moi, j'ai une idée en tête, mais c'est pas pour autant qu'elle peut pas bouger ou qu'elle est pas appelée à évoluer. Et resserrer le spectre aussi. Et en même temps, ouais, en ouvrant les œillères, parfois, ça aide à resserrer, à trouver la cohérence globale du Ouais. film. Tout à fait. Et donc pour moi, ouais, c'était des échanges de films, d'images. Tout à fait. Voilà. Non, vraiment. C'est Bah, un peu écoute, ça. je pense Steven a bien résumé la chose, quoi. Et puis surtout, nous, quand tu prends un film aussi, il faut quand même que tu lis le script et faut qu'il te plaise réellement. Enfin, moi, je pense qu'il faut être assez honnête quand tu prends un projet. Et être honnête quand tu prends un projet, déjà, c'est être OK sur. C'est voilà, que le script, que le scénario te touche avant tout, quoi. Ouais. Tu as envie Et- de raconter cette histoire et d'épauler ce réalisateur-là. Je pense que c'est le plus important. Et je te rejoins à 1000% là-dessus, d'autant que c'est une conversation que j'ai eue il n'y a pas si longtemps avec justement le prod du court-métrage Mhm. et à qui j'ai suggéré des projets, des idées de long-métrage, tu vois. Mhm. Et en fait, il y en a une où il m'a vraiment très clairement dit, il m'a dit, franchement, pourquoi pas, mais moi, ça me parle pas. Ouais, voilà. Et en fait, je pense que j'aurais eu 10 ans de moins. Ça aurait pu me vexer un peu, genre, ah putain, le gars, il aime pas ce que j'écris, il comprend Non. pas, nan. Et en fait, il a été très honnête. Il m'a dit, gars, le producteur, c'est le mec qui va se battre pour ton film. Ouais. S'il y croit pas, en fait, il va pas se battre bien. Donc lui, Tout à il me fait. dit, là, je sens que moi, je résonne pas avec. Ça veut pas dire que le projet, il est pas bien, Non. mais ça veut juste dire que celui-ci, ce sera pas moi, parce que C'est pas sa sensibilité. voilà, c'est pas ma sensibilité, et je sais que je monterai pas assez au créneau pour un projet comme ça. Et en fait, ça, c'est aussi un des trucs que tu apprends dans le temps, dans les Ouais. expériences et le travail, c'est que dire non à un projet ou recevoir un non de quelqu'un sur un projet, ça remet pas forcément en question la qualité de ton travail ou le fait que vous allez bosser ensemble plus tard. Parfois, c'est même le meilleur service qu'un mec peut te rendre en te disant, mec, là, si je monte avec toi là-dessus, on va pas s'entendre, ça va pas le faire. Et peut-être dans 2 ans ou 3 ans, sur un autre truc, on va se retrouver et ça va marcher, quoi. Donc ouais, complètement le rapport au projet en lui-même, je pense que c'est la vraie source, quoi, de la collab, quoi. Ouais, tout à fait. Et je reviens sur un petit point sur lequel, de mon point de vue d'ex-étudiant, Mhm. un point sur lequel Steven avait assez appuyé, une des choses qui est peut-être les plus importantes à faire sur la préparation d'un projet, c'est quelque chose, comme je fais un peu le making-of aussi de Souvenirs de Sable que j'ai pu vous filmer en train de faire, c'est vraiment de partir en repérage avec un téléphone ou une cam B, la cam d'un pote, et d'essayer de faire un peu un brouillon de ce qu'on va faire pour vraiment se confronter et sortir un peu de ce que vous disiez, en fait, d'imaginer le projet, de se dire « Ah, ça va tuer, ça va être trop bien », et d'arriver sur le jour du tournage et se retrouver un peu face à la réalité d'un coup, quoi. Oui, ça. Après, moi, je sais que j'aime bien ça et que ça remonte aussi à ma collab avec Julien en binôme de réal, où nous, en fait, on fait souvent des films avec des VFX. Et donc, du coup, les maquettes, c'est souvent un truc qui est nécessaire, en fait, parce que comme c'est des trucs où on mélange plein de choses, si on peut pas faire tous les maths dans la tête, quoi. Donc on a besoin de le tester en vrai et Bien de sûr. voir si notre idée elle marche, même si elle est imparfaite dans la maquette, mais au moins on voit si conceptuellement, visuellement, artistiquement ça va marcher. Et c'est vrai que là-dessus, dans Souvenir de Sable, il y a notamment un effet qu'on essaye qu'on est en train de mettre en place, et ça nécessitait effectivement une maquette. Et donc, qui dit maquette dit se lever très tôt, dit parce que là, il y a vraiment des enjeux de lumière et tout. Donc, Ouais, des notions pardon, de temporalité. des notions de Par rapport temporalité, au même plan. C'est ça, exactement. Un petit tour de magie qu'on vous prépare, quoi. On cuisine. Essayez de voir ça, restez branchés. Un autre point qu'on a vu un Ouais. petit peu sur ton parcours, c'est le fait que tu travailles autant en fiction que tu peux être amené à travailler en documentaire. Ouais. Et ça, du coup, c'est quelque chose qu'on trouvait super intéressant, puisque du coup, la fiction, c'est quelque chose qui est énormément préparé, le documentaire aussi, mais peut-être pas de la même manière, et du coup, on se demandait comment ça se passe est-ce qu'il y a des différences notables, du moins, entre docu et fiction? Oh ouais. Clairement, entre la fiction et le documentaire, c'est deux mondes assez différents, en tout cas dans le processus de tournage, je dirais. La fiction, tout est assez charté.
tout est très bien écrit, on attend le financement, tout est bien préparé, tu as un plan de travail qui te permet de rentrer tout ton découpage sur une période donnée. Le documentaire, tu arrives un peu avec une idée, tu arrives avec une thématique, tu suis des personnages et tu rentres dans leur vie. Donc déjà, il y a une première partie, c'est déjà que tes persos que tu filmes l'acceptent, soient pas dérangés par le fait qu'ils soient filmés, pardon, et que tu les filmes. Donc il y a vraiment une notion d'acceptation, je dirais, et après, c'est du temps. C'est beaucoup de temps. Et moi, j'ai pas fait beaucoup de documentaires, mais j'en ai fait surtout un avec Hugo Sobelman qui s'appelle Belleville nous verra toujours danser. Qui est sorti récemment en plus. Il n'est pas encore sorti. Il est beaucoup en festival. On a eu quoi? Ça envoie les. Le CPH Docs. On a eu Thessalonique en Grèce. On a eu le Réel aussi. Enfin, on a eu des très beaux festivals. En tout cas, il a été sélectionné dans des très beaux festivals. C'est un film social. Et en gros, si tu veux, on a nous, on suivait une permanence juridique de quartier. Et en fait, surtout, je crois qu'Hugo avait vraiment deux personnages en tête très importants. Mais au final, le film, tu l'écris au fur et à mesure. Nous, on a passé 3 ans à tourner. Donc, c'est pas 3 ans continus. Hein. C'était des sessions 1 à 2 fois par semaine, si je dis pas de bêtises, sur des périodes. Et par moments, en fait, on était sur autre chose. Et par moments, on avait des séquences où on tournait pendant 1 semaine en continu ou 2 semaines en continu en fonction du programme de ces jeunes. Et de la perme surtout, parce qu'avec des jeunes aussi, il y a des encadrants et tout. Et en fait, nous, je me rappelle avec Hugo, on passait du temps à regarder les CD Rush. Il avait un carnet, enfin une espèce de journal de bord où il commençait un peu à trouver un peu l'axe, etc. Enfin, on cherchait l'axe, on cherchait comment filmer dans ce lieu-là qui n'était pas le lieu le plus beau du monde, tu vois. Donc, il fallait vraiment trouver un intérêt à filmer ces personnages, en tout cas d'une manière esthétique, je parle, hein, parce que le sujet est hyper fort. Mais si tu veux, on a passé du temps à regarder des rushs, à savoir où est-ce qu'on allait, à trouver la fin du film. Enfin, c'est vraiment, en fait, on n'arrêtait pas de tourner jusqu'à temps qu'on trouve une fin. En fait, il y a un peu un truc comme ça. C'est un peu ça. Donc, en fait, t'écris un peu t'écris dans le réel avec le documentaire, quoi. Et t'essayes de trouver le moment où t'as à peu près un film qui peut se tenir. Puis après, il repart en montage. Puis tu refais aussi ta sauce. Et il y a eu des allers-retours entre montage et tournage? Oui, aussi. Il y a eu des allers-retours où il fallait... il fallait une séquence dans ce sens-là ou plus de plans pour alimenter le film, je pense de plans de coupe ou autre chose. Je crois que oui, il y a eu une ou 2 séquences qu'on a dû faire en plus, je crois, il me semble. Et les gens, tu disais justement ce truc d'aller vers des gens et qui s'habituent à être filmés parce que c'est pas quelque chose d'évident pour des gens qui sont pas comédiens, quoi. Ah ouais. Ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Comment vous abordez? Est-ce que toi, j'imagine que tu participes à cet aspect-là ou est-ce que c'est le réel qui prépare les gens avant? Enfin, comment ça se passe? Toute l'équipe, je pense que toute l'équipe travaille pour ça. Travaille pour l'intégration. Enfin, travaille pour l'intégration de... Quand je dis l'intégration, je vulgarise un peu, mais travaille pour que, en fait, les gens que tu filmes se sentent pas épiés. Se sentent à l'aise, en fait, avec la caméra. T'as qu'une seule cam sur un truc comme ça? Nous, on avait souvent 2 caméras et par moment qu'une caméra, ça dépendait. En fait, dans la perme, vu qu'il y avait quand même une trentaine de personnes, il y a un moment donné, ou une vingtaine de personnes, il y a un moment donné où tu as besoin d'avoir plusieurs caméras. Quoi. Surtout qu'en fait, c'est un film bavard, c'est un film de débat. Donc c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de pas suivre à 2, quoi. Sur ce genre de projet, il y a aussi la question de la praticité du rig qui se pose un peu. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu réfléchis avant, je suppose? Après, je sais pas si c'est un projet plus posé ou alors sur peut-être des documentaires où là, tu dois plus te balader, barouder un peu. Pour te faire un peu pour résumer le film, parce qu'on en parle un petit peu. Du coup, le rig, pour les auditeurs qui connaissent pas, c'est le terme pour désigner un peu la monstruosité mécanique que peut devenir une caméra quand on y ajoute tous les accessoires. Écoute, nous, on avait comme référence Roberto Minervini, qui est un célèbre cinéaste documentaire italo-américain, qui a fait What You Gonna Do When the World Is on Fire, qui a fait quoi d'autre, qui a fait plein d'autres films, pardon, je vais pas me perdre dans les noms. Mais nous, c'était un peu notre référence. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup
de manière beaucoup à l'épaule par moment et beaucoup en plan fixe. Et tout est hyper cinégénique. Nous, c'était une grosse référence. Et notre film, le film d'Hugo, pardon, c'est un film qui parle d'une permanence juridique de quartier à Belleville et qui parle surtout de la condition, qui parle de violence policière et qui parle surtout de qu'est-ce que c'est d'être afrodescendant, de nationalité française et comment on est regardé, comment on est vu. Comment on peut un peu s'en sortir. On montre aussi, c'est un film c'est un film de faiseur. Ça montre que tu vois, dans ce quartier, il y a des choses qui sont mises en place, comme des festivals. Enfin, faut regarder le film, mais quand tu vois, tu vois qu'en fait chaque personnage c'est des gens qui font beaucoup de choses pour leur quartier, et pour eux, quoi. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question comme il fallait, mais voilà. Il y a un peu de tout en fait. De toute façon, je suppose c'est comme sur un projet de fiction, c'est vraiment s'adapter aux événements ou à l'environnement, quoi, en fait. Documentaire, tu subis beaucoup. Donc en fait, comment te dire, tu subis, tu passes du temps et t'attends beaucoup. Ouais. C'est un peu comme à la pêche, hein. Moi, d'une certaine manière, c'est un peu ça, tu vois. Dès qu'il y a un sujet, un débat qui est hyper important, tu tournes, t'écoutes beaucoup. Tu participes aussi, hein. Et tu prends le temps. Enfin, tu prends le temps d'avoir les choses. Je pense que pour faire un bon documentaire, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de commencer un peu à monter ou de pré-monter du moins ou de dérusher, de voir un peu si tu peux tenir ton film et de prendre le temps de faire les choses, quoi. C'est vraiment pas. Enfin, il y a plusieurs documentaires, tu vois. Il y a plusieurs façons de faire des documentaires, mais en tout cas pour celui-ci, qui est un film très politisé, il nous fallait le temps en tout cas. Et il y a des moments dans les phases où tu tournes, où tu sais que tiens, il va y avoir tel événement, et donc tu sais que là, a priori, tu vas choper des images qui sont cool, ou est-ce qu'il y a des configs où c'est plus t'y vas et parfois il y a le happy accident où tu te dis waouh, c'est chambé, mais on n'aurait jamais pu imaginer que ce moment-là aurait lieu. Ou est-ce que au contraire c'est des trucs, là on sait qu'il y a tel mec qui va rencontrer tel gars, c'est sûr ça va être intéressant. Ouais, nous c'est plutôt comme tu dis là sur ton dernier point, c'est on sait, voilà, on est toujours branché avec les jeunes ou avec les gens qui s'occupent de la perm, les encadrants, les juristes et tout, ou voilà. Et en fait on sait qu'il se passe un truc qui est important pour le film. D'accord. Et on en discute, tu vois. Enfin, nous, on discutait beaucoup avec Hugo. Enfin, par moment, il me demandait mon avis. Par moment, il n'avait pas besoin du tout parce que c'était évident qu'il fallait faire le truc, etc. Tu vois. Mais ouais, c'est de cette manière-là qu'on travaillait. Ouais. Ok. Donc, vous anticipez quand même s'il y a une phase où tu subis la réalité, comme tu disais, il y a quand même une phase où tu choisis le moment, quoi. Tout à fait. Ouais, ok. C'est un peu ça, je dirais ça. Ok. Et tu as une autre notion aussi, je pense, c'est que par moment, nous, quand on était quand même bien avancé dans le film, etc., et qu'on savait qu'on avait besoin d'une séquence qui parlait plutôt de cette thématique-là. Ce qu'on pouvait faire, c'était on pouvait en parler. Moi, je pense à Ousmane, par exemple, lui dire voilà, est-ce que tu peux parler de ce sujet-là ? Est-ce que ça te dérange pas de parler de ce sujet-là, et ce qui permettra de faire naître un débat sur ce truc-là. Tu vois, par exemple, ça, on peut dire que c'est de la mise en scène d'une certaine manière, tu vois. Parce oui, d'accord. Taxe un débat où tu demandes à un de tes protagonistes de pouvoir axer le débat pour que ça réagisse. Mais après, tu sais pas où ça va mener, mais c'est ce qu'on cherchait à faire, par exemple, comme action. Ok. Ça fait un peu c'est plus du cinéma vérité, du coup. C'est du cinéma vérité qu'on a fait, nous. Tu sais, moi, quand je parle de documentaire, comme celui-ci, il n'y a pas de voix off, il n'y a pas d'interview. C'est que de la séquence, c'est du cinéma vérité. La musique du film, c'est Ranel, un de nos personnages, qui l'a fait. Voilà, c'est vraiment... Moi, ce qui est assez drôle quand on regarde ce film, souvent, au bout de 15 minutes, ils me disent, mais c'est un documentaire ou c'est un film, fiction, quoi. Ça arrivait souvent, tu vois. Et tu te dis, ça fait plaisir parce que c'est ça qu'on cherche à faire. Et Roberto Minervini, c'est ce qu'il fait. Quand tu regardes ses films, tu te dis, c'est une fiction. Non. C'est vraiment du docu, quoi. Et les mecs que tu vois là, c'est des vrais gars. Ils sont juste tellement bien filmés que tu vois le truc se construire, tu vois une histoire se développer et tout. C'est cool. Et ça, vous savez quand est-ce qu'il aura fini sa tournée de festival, quand est-ce qu'il sera visible ? Alors, je pense qu'il continue à faire sa tournée de festival. On est toujours un peu sur les distributeurs. C'est compliqué de distribuer des documentaires en ce moment. Ok. Mais on désespère pas parce qu'il faut un distributeur, et puis surtout il sera sur Canal après. Il va rester un an sur Canal. Je pense qu'il va faire un créneau horaire à 20h. Je pense qu'il en aura un à un moment donné. Mais
un peu dans le deal de ce que j'ai compris avec la prod. Dans le deal, il faut qu'il passe au cinéma avant, quoi. D'accord. Ok. Ah, et donc il faut trouver un distributeur du coup. Déjà, faut qu'on Ok. trouve. Ok. Ouais, ça, c'est aussi un. Alors, ça, c'est vrai que c'est pas un truc dont on a forcément beaucoup parlé, mais la chaîne de diffusion d'un film, Ouais. c'est aussi tout un monde avec des enjeux, notamment autour des distributeurs. Industriel, ouais, d'une certaine manière. Ouais. Et ça, je pense que ça pourrait être un sujet intéressant à creuser. Enfin, là, on va pas forcément avoir le temps, mais dans l'absolu, c'est un sujet qui est intéressant à creuser la vie d'un film. Une fois que le film il existe, comment tu fais pour qu'il rayonne, quoi. Avec un petit profil de prod ou même dans la distribution. Ouais, ou quelqu'un de la distribution, ouais, ça pourrait être cool. Ouais. Trop bien. Et j'ai une petite transition. Ouais, vas-y, je t'en prie. Je me permets, je mange un peu sur la partie Steven, mais j'ai une petite transition. T'inquiète. On parlait de cinéma, de vérité. Aujourd'hui, on est dans une ère où c'est des frontières qui peuvent être parfois un peu floues. Je parlais tout à l'heure de ton projet dont on allait parler plus tard. On est plus tard. En ce moment, tu es sur un projet qui est un peu flou sur les frontières entre cinéma, vérité, l'humain, l'ordinateur. Est-ce que tu peux développer un peu, nous présenter ce projet? Je peux. C'est un film qui est officiellement en développement. Tu nous dis ce que tu as le droit de dire. Oui, bien sûr, c'est un film. Je pense que je peux en parler vite fait, tu vois. Après, c'est un film en développement qui s'appelle The Goldberg Variation, qui est réalisé par Ismaël Geoffroy Chandouty, qui est produit par les films du Grand 8. Et nous, on est parti début d'année, enfin, je dirais début mars, mi-avril. On est parti tourner 5-6 semaines en Floride pour suivre, donc de manière très documentaire dans la façon dont on fait les choses, pour suivre Geoffroy Goldberg, qui est un des plus grands trolls numériques du moment, quoi. Donc voilà, j'en dirai pas plus que ça parce que j'ai pas envie d'en dire plus que ça sur ce film-là parce qu'il est encore en développement, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, etc. Mais voilà. Et en tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que Isma, c'est un réalisateur qui travaille, qui est un digital artiste aussi, qui a fait l'INSAS, donc une école plutôt classique belge de cinéma. Il a aussi fait le Frénois, qui est quand même, on va dire, une école d'art visuel contemporaine, je dirais d'une certaine manière. Et il y a vraiment une notion où lui, il travaille beaucoup avec l'IA, il travaille beaucoup le cinéma du réel, il travaille beaucoup l'animation aussi. Enfin, il est dans toutes ces frontières-là. Et nous, on a commencé un peu à documenter ce personnage. Donc, on a passé du temps dans la famille. Donc là aussi, il a fallu s'intégrer avec la famille, avec la mère, parce que c'est une personne qui vit encore chez sa mère. Avec sa mère, son père et toute sa famille, etc. Mais oui, on a dû passer du temps pour s'intégrer, etc. Mais moi, c'est vrai que c'est un film où j'ai été assez perturbé parce que, en fait, c'est quelqu'un qui est tellement en avance, je dirais, sur sa façon de travailler, que par moment, j'ai l'impression qu'on tourne avec un sujet, mais il me dit non, mais t'inquiète, là, il a 30 ans, mais il en aura 20. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être deepfaké. Ok, très bien. Et puis là, tu vois le décor, là. T'inquiète, on va tout refaire, etc. Donc en fait, tu sais plus ce que tu filmes par moment. C'est drôle, tu vois. Donc par moment, c'est vraiment du cinéma de vérité. Par moment, tu sais que ça va être pour de l'animation ou pour du Gaussian splatting. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est en gros, toi, tu dois voir ça. Tu m'as expliqué la dernière fois. En gros, c'est tu captes un peu tout l'univers d'un décor et après. Tu le remets dans un logiciel de 3D, type, je sais pas, Nux ou Nuke, pardon, voilà. Et ta caméra après évolue dans ce décor-là et tu fais un peu ce que tu veux. Donc en fait, nous, on a oscillé entre travailler pour la 3D ou pour l'animation et travailler pour le cinéma du réel et également trouver aussi une forme du réel qui est assez belle. Nous, on a trouvé une forme assez belle, très granuleuse, très fantomatique dans tout ça, qui est assez cool, quoi. Donc voilà, nous, on a plein de processus, mais après, je peux pas trop aller en détail pour le moment parce que c'est vraiment un film qui... Ouais. Mais du coup, c'est super intéressant ce que tu dis là. Enfin, en fait, ça va me faire ma transition en plus. C'est donc là, tu parles un peu finalement de nouvelles technologies et de comment ces technologies, elles s'intègrent dans la fabrication d'un film, jusqu'à même possiblement son écriture, ou en tout cas que s'il y a un dialogue en fait entre la technique et le projet en lui-même. Mais un peu plus tôt, quand tu nous parlais des phases où tu étais assistant, ou même quand tu étais chef-op, tu nous disais aussi que tu avais pu travailler avec de la pellicule. Et ce qui est pas forcément
enfin, je veux dire, ce qui est de moins en moins commun dans les jeunes générations de chef-op, quoi. Et du coup, forcément, moi, ça m'amène à cette question. Comment tu vois un peu l'évolution de ton métier, vu que au tout départ, c'était quand même que de la pellicule. Ouais. Nous, on est dans une ère où on est plutôt dans le numérique, même si la pellicule est encore là. Maintenant, on a en plus de ça des outils numériques de plus en plus poussés, Ouais. notamment des outils d'intelligence artificielle qui peuvent aussi permettre de créer encore des choses qu'on n'imagine Ouais, c'est pas encore. complètement enfin Ouais. en ce moment on est complètement là-dedans, qu'on est Ouais, projeté ouais. sur ce truc-là aussi, ouais. Et alors toi, du coup, comment tu vois le truc dans ta position Ouais. de chef-op qui est censé créer l'image ou accompagner la création de cette image, quoi. Bah, je trouve que ça évolue, mais que chaque film a son identité et bien sûr son enveloppe budgétaire. Je pense qu'au cinéma, bien évidemment, on va avoir de moins en moins de films tournés en pellicule, à part si tu as un budget Ouais. de fou, etc. Et que tu Oui, parce que c'est peux cher la permettre, parce que pellicule, c'est ça quand c'est même un très truc. très cher. Mais Ouais. en tout cas, sur les projets un peu plus courts, etc., tu as quand même l'opportunité d'en faire encore. Moi, j'en fais encore, tu vois. Donc c'est assez Trop cool. bien. Mais oui, après, c'est en constante évolution. Euh, mais la pellicule, c'est la pellicule, quoi. Enfin, tu n'arrives pas à restituer, moi, je trouve, en numérique, quelque chose qui ressemble à de la pellicule. On parle souvent de grains, on parle souvent d'halation pour Oui. rétablir dans des highlights, des colorimétries. Mais en vérité, pour moi, la couleur n'est pas restituée de la même manière en numérique et sur la pellicule. Ça se voit. C'est beaucoup plus organique sur la pellicule, tu Ouais. vois. Et ça... moi, j'en parle beaucoup avec Nico ou aussi avec Marine Surblay, qui est une étalonneuse, qui est une amie aussi, qu'on embrasse aussi. Mais en tout cas, oui, c'est des choses qui sont différentes. C'est des processus qui sont complètement différents et la perception n'est pas la même, moi, je trouve. Et du coup, donc ça, c'est pour la partie pellicule versus numérique. Et maintenant, si on parle de numérique versus intelligence artificielle, ça va aller ensemble, comment tu vois la suite, toi ? Bah, je sais pas trop. En tout cas, moi, j'ai été un peu projeté très récemment avec Ismaël Geoffroy Chandouty, tu vois. C'est un peu quelqu'un qui est très en avance sur toute cette partie-là. Ouais. Donc moi, je suis un peu un étudiant avec lui. Hein. Enfin, moi, je découvre un peu comment il veut travailler ou comment il va travailler. Je découvre un monde, quoi, qui est très différent de notre façon classique de travailler, quoi. Ouais. Et tu penses que ça va vraiment bousculer à une échelle industrielle, puisque là, du coup, oui. Moi, je pense que ça va changer quand même pas mal de choses. Ouais. Ok. Au vu de ce que je comprends, au vu de ce que j'ai pu voir aussi. Parce que nous, on était en développement, c'est vraiment, mais vraiment de manière, comment te dire, c'était un peu un lab, quoi. C'est vraiment, c'était un peu une résidence, c'est-à-dire qu'on a essayé plein de choses. Moi, j'ai vu des trucs assez hallucinants. Enfin, déjà, juste en faisant des pré-tests d'IA, tu vois, de trucs comme ça. Enfin, c'est assez fou, quoi. Ouais. Et alors du coup, ça m'amène à une question classique qu'on pose en fait à tous nos invités, mais qu'on a oublié de mettre ici, qui est si aujourd'hui tu devais donner un conseil à un jeune Adrien de 17-18 ans qui se dit qu'il aimerait bien faire chef-op, toi tu lui dirais quoi? Tu lui dirais d'aller par où, quoi? Tu vois, aujourd'hui. Je sais pas. Donc, parce que du coup, c'est le monde dans lequel tu as commencé n'est plus le monde dans lequel on est maintenant, quoi. Et avec justement tous ces enjeux de nouvelles techno et de transformation, en fait, des métiers, quoi. Est-ce que tu conseillerais à un jeune d'être chef-op, d'aller vers ça Bah ouais, moi je pense que faut vraiment essayer de vivre un peu ce que tu as envie de vivre. Enfin, moi, c'était... moi, je suis passionné par ce métier, tu vois. Donc, en fait, j'avais vraiment envie de le faire et je regrette pas. Et si c'est trop compliqué parce que j'en sais rien, parce que la technologie pro prend le dessus, parce que, en fait, peut-être qu'être chef-op à un moment donné, ça va être prompté, quoi. On n'espère pas, mais ouais. J'espère pas non plus, je pense pas. Après, je pense qu'il y a des projets où ça sera pas le cas. La place sera plus chère, c'est tout, tu vois. Mais j'ai envie de dire, voilà, faut le faire, quoi. Faut faire ce qu'on a envie de faire, tout simplement. Après, voilà, hein, s'il faut se remettre en question et se réorienter, on se réorientera. Hein. Oui. Bah, de toute façon, je pense que c'est aussi un peu la nature de ces métiers. C'est que... Et puis, il faut évoluer surtout. Je pense qu'il ne faut pas rester. Faut être surtout ouvert. Comment te dire? Faut être ouvert. Faut pas être fermé sur le fait que le monde change ou que les technologies changent, mais il faut plutôt essayer de comprendre et pourquoi et essayer de voir ce que ça veut dire. Et si après, tu n'es pas d'accord avec ce que ça impacte, bah voilà, au moins tu prends tes décisions, mais tu les prends de manière réfléchie, je trouve. Ouais, carrément. C'est un peu ça.
Est-ce que pour toi, l'arrivée de ces nouvelles possibilités, ça va être un changement encore plus important que celui qu'il y a pu avoir, justement en passant de la pellicule au Ah oui. numérique? Ah oui, je pense, ouais. Ouais. Ouais, oui, c'est beaucoup plus impactant. Ah ouais. Ouais, ouais. Ça englobe tout quoi, en fait, finalement, c'est pas que l'image, Oui, oui, c'est vrai. Ça englobe pas tout, enfin même à tout, à n'importe quelle échelle en fait. Même pas notre enfin j'ai envie de te dire, c'est même pas une échelle industrielle du cinéma ou d'audiovisuel, ça impacte tous les secteurs. Ouais. En vrai, enfin si tu regardes, ça impacte tous les secteurs. Ouais. Donc Chiotte, les mecs. Qu'est-ce qui nous attend, quoi? donc je sais pas ce qui nous attend d'une certaine manière, mais ce qui est sûr c'est que ça évolue, ça va très vite. Ouais. Ça va vraiment très très vite, Hmm. moi de ce que je peux voir en tout cas. Et moi, tu vois, il y a une phrase qui me faisait marrer avec Isma, c'est qu'il me disait, attends, on va de toute façon, la seule chose qu'on peut faire quand on est bloqué, admettons sur des effets spéciaux qui vont arriver, etc., c'est il faut juste attendre, ça va arriver vite. On va trouver des solutions Vite, par, quoi. par le haut, quoi, tu vois, enfin par Ouais. juste en patientant, je sais pas. Enfin, moi, je me rappelle de cette phrase qui m'avait marqué, quoi. Ouais. Ok. Damn. Très, très intéressant, très flippant. On est un peu en avance, mais ça nous On va un fera peu une dedans, plus ouais. grosse partie cinéma. Je pense Ouais. qu'il y a des choses à dire sur la partie cinéma. Je tease, la partie cinéma sera un petit peu différente de d'habitude. Mais du coup, on a une question des abonnés de Ouais. arrobase TLT-du-bas Naughty. Alors, pas Naughty comme coquin, comme le technicien, NHOTIE. Est-ce que tu peux un peu expliquer le processus de création d'une image? Est-ce que ce qu'on va définir en premier, est-ce que c'est le cadre ou plus sur la technique? Est-ce que tu vas vraiment te dire avec quoi est-ce que je vais faire l'image? Comment te dire, c'est un décor déjà. C'est un décor, c'est un axe qui va nous plaire, c'est un endroit où tu veux placer ton comédien, ou tes comédiens, ou tes comédiens. Voilà. Ce qu'on définit en premier, c'est tout ça, je dirais. Tu vois, c'est un peu ça. Mais je t'avoue que Ouais, la question est la un peu question floue elle pour est moi. large, j'ai des idées pour la recentrer un peu. Ouais. Est-ce que du coup tu suis toujours un peu les grandes règles qu'on apprend de la contre-plongée pour mettre un personnage en valeur, un grand angle pour introduire le lieu Ouais. Ça, déjà, ce langage dont tu parles, c'est un langage qui est déjà prédéfini, je pense, en pré-production. Savoir comment on va filmer nos comédiens avec ton réalisateur ou ta réalisatrice, tu vas, tu vas vraiment réfléchir un peu à cette manière-là, tu vois, à travers les références que tu te montres, à travers des discussions. Tu vas un peu savoir un peu comment tu dois filmer ce personnage. Et après, il y a les intentions par rapport à une certaine scène, tu vois, si tu veux que le visage soit plus impressionnant, ou si tu veux ramener plutôt de la distance à ça. Donc, tu vois, les choix d'optique, vont être définis par rapport à ces points-là, je pense. L'axe aussi de ta caméra, la hauteur et tout. Voilà. Et est-ce que justement là-dessus, parce que tu vois, alors ça, moi, c'est une question pour le coup que je pose dans la continuité de celle-ci, mais qui m'intéresse personnellement. Ouais. Je dirais que tu vois, quand tu es réalisateur, le seul truc que tu vois jamais sur un tournage, c'est comment d'autres réalisateurs travaillent. Ouais. Donc en fait, tu as toujours un peu cette question de est-ce que ma manière d'aborder le truc est la bonne ou pas? Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que ça t'est arrivé de bosser avec des réals qui peut-être ne s'intéressent pas à leur découpage vraiment et s'intéressent peut-être plus au jeu des comédiens et tout, et te laissent toi prendre des décisions genre sur comment on va filmer parce que eux ils vont être plus focus sur qu'est-ce que j'attends de mon comédien, etc. Ouais. Quand même, le découpage, je pense que c'est quand même très important pour un réalisateur parce que c'est quand Ouais. même une façon de mettre en scène. Donc, je pense Oui. que, de manière générale, la majeure partie, quand même, travaille ça, te le propose, tu revois ça avec les réalisateurs, etc. Mais ça arrive aussi qu'il y ait des réalisateurs qui te laissent plutôt assez libre sur cette partie-là. Hein. C'est aussi le cas, tu vois. Mais, et puis, il y a aussi des réalisateurs qui découpent pas beaucoup au final. Ouais. Qui se retrouvent un peu dans un décor, qui mettent en place un peu les comédiens, qui voient un peu comment ils évoluent, etc. Et après, toi, tu trouves la manière, tu Ouais. t'adaptes en fonction de ça pour essayer de trouver la bonne manière de filmer. Ok. Ouais, Donc, donc il y a des gens qui sont plutôt dans l'improvisation, on va dire, en termes de découpage.
Et il y a des gens qui sont hyper enfin c'est chirurgical, tu vois, le Ouais. fait de découper, quoi. Ouais. Ouais, je sais que j'avais un collègue qui avait travaillé avec, qui était assistant cam sur The Last Duel de Ridley Scott. Ah ouais. Et Ça va être, chirurgical, ça, non? bah, en fait, Non. c'est très. Lui, il est un peu revenu en se disant. Je partais en me disant trop bien, je bosse avec Ridley Scott. Ouais. Et je reviens en me disant waouh, qu'est-ce qui m'est arrivé, quoi. Parce qu'en gros, il disait Ridley Scott, en gros, pour les scènes d'intérieur, Mhm. en gros, l'équipe s'installe et tout. Quand tout est installé, Mhm. il demande à tout le monde de se barrer. Et Ouais. il reste avec juste le chef-op et les comédiens. Mhm. Et il briefe un peu ses comédiens. Et en fait, mon pote, lui, il était caméra B ou caméra C. Tu vois. Et Ridley Scott, il shoot multicam, genre il a 5 ou 6 cams qu'il shoot. Ok. Et sauf que lui, au moment où le chef-op est en train enfin, quand ils sont en train de se mettre d'accord avec le réal, Mhm. ben lui, il est pas là, tu vois. Mhm. Et ensuite, ils reviennent tous. Là, le gars, il dit, bah, les comédiens, ils sont là, et action. Et là, mon pote, il doit faire le point. Il a aucune idée de où les persos vont se déplacer et de ce qu'ils vont faire et tout. Et du coup, il disait, waouh, ça s'est bien passé parce que bah, c'était pas, enfin, c'était des mecs dans cet espace fermé et tout. Mais il est ressorti en me disant, waouh, on fait 2 prises. La première prise, bah, tu l'as pas parce que tu la découvres. La Ouais. deuxième, t'essayes d'attraper ce que tu peux. Et après, Ridley, il est en mode, allez, vas-y, on passe à la suite, quoi. Ouais, bah, c'est la notion Et, de répétition, ça on la perd parce qu'on ouais. tourne de moins en moins en pellicule, que maintenant c'est- la répétition qui était une vraie répétition avant, ça devient une première prise une répétourne, comme on Ouais, dit. ouais, c'est ça. C'est un peu ça, ça se perd, donc au Ouais. final tout le monde a besoin de se caler, c'est souvent la première prise, puis la répétition, et la deuxième c'est la vraie première. C'est ça. Et Mais après, bon, la deuxième, après si elle est bah ouais, et c'est c'est bonne, ça. on Et passe à autre chose, apparemment, Ridley Scott, il a ce côté où, tu sais, il est aussi producteur de ses Ouais. films. Et il est très, pour le coup, il déborde pas. Il avance, quoi. Et il a pas le temps, il avance et tout. Et mon Ouais. pote, il est un peu revenu en se disant, ouais, ok, je m'attendais à un truc plus. Je sais plus comment il avait dit ça, mais en gros, il était en mode, ok, c'était le mec, il était au taf. Tu vois, il était en mode, tiens, c'est ça, c'est bon, hop, prise suivante, etc. Ah ouais. Et du coup, quand ils ont fini le tournage, il était très content. Mhm. Mais bon, il avait filmé des mecs dans un château et tout. Mais après, ce qui a été cool, c'est qu'ils l'ont rappelé pour la bataille finale. Ouais. Et là, il disait que c'était déjà beaucoup plus cool parce que tu sais, t'as des chevaux, c'est un truc film d'époque et tout. Donc voilà. Bah, Clint Eastwood aussi, il est réputé pour déléguer toute la mise en scène à son chef-op généralement. Et lui, il travaille tout avec ses comédiens. Et il est vachement plus fixé sur le jeu que de la mise en scène où il va plus déléguer à ses chefs-op. Ouais. C'est pour ça que visuellement, c'est jamais ce qui frappe le plus dans les films de Clint Eastwood. Oui. En fait, c'est un peu Ah, quand même, parce qu'en termes d'image, moi je trouve qu'il y a des films, tu vois, je pense à Grand Torino par exemple, en termes d'image, c'est quand même assez costaud, ou même ce film de boxe avec cette. $1 Million Baby. Qu'est-ce qu'il est bien ce film. C'est hyper beau, tu vois. Ouais. Mais c'est juste qu'en fait, c'est où est-ce que tu donnes ta liberté, où est-ce que tu donnes ton cadre de jeu, entre guillemets. Mais oui, c'est sûr, il y a des réalisateurs avec qui tu as plus de liberté pour faire ce genre de choses, donc pour faire l'image. T'en as d'autres où c'est hyper précis, et il ne faut pas dépasser tu vois, de la ligne, quoi. Aussi, c'est peut-être plus lié à son âge, vu qu'il devient extrêmement vieux. Et genre, je crois que sur Jury numéro 2, il a bien délégué cette partie-là pour plus se concentrer sur l'essentiel, quoi. Sur ce qu'il veut, lui, quoi. C'est lui, ce qu'il regarde le plus, c'est le jeu de ses acteurs, plutôt que de l'image. C'est normal, c'est aussi un comédien, avant tout, je pense. Oui. C'est ça son école, Clint Eastwood. Mais c'est vrai moi, j'ai vu récemment, je ne l'avais pas vu, Sully. Oui. Et en fait, j'ai été vachement surpris de... Alors pour le coup, je trouve qu'il y a une vraie mise en scène, même s'il y a des aspects très classiques en fait dans sa mise en scène. Mais un des trucs qui m'a vachement surpris, c'est comment il arrivait à te véhiculer des émotions très complexes et très nuancées, mais dans des dispositifs qui sont qui sont très réalistes, quoi. Tu vois, c'est pas genre les gars, c'est 2 gars qui ont une conversation sur un bout de table et il y en a aucun qui se met à pleurer ou à te faire une tirade de je sais pas quoi. C'est juste, ils parlent et en fait, toi, t'es là, tu fais waouh, les enjeux que les mecs ils sont en train de gérer et tout. Et je me disais, il est fort à ça, tu sais, à rester très. Si tu tombes sur le film sur TF1 un dimanche et qu'il n'y a pas le son, t'as l'impression que c'est chiant. Et si tu mets le son, très vite, tu fais ah ouais, les gars, les persos sont trop bien écrits, le jeu, il est vraiment exact, quoi. Et ouais, je pense qu'il est très fort à ça, pour le coup, Eastwood. Nous voici de retour. On a dit toutes les choses les plus intéressantes possibles sur le cinéma hors caméra. Du coup, on est vraiment sur les restes, là. En parlant de restes, Paradis, Amour, c'est le film que tu as choisi de nous faire voir. Ouais.
Et moi, j'ai vu 40 minutes, mais je sais c'est particulier. On est vraiment sur du cinéma vérité, un peu comme tu le disais. Et la question, moi, que je me pose, c'est pourquoi avoir choisi... Il y avait un film, pourquoi est-ce que tu as choisi ce film? Déjà, trouver un peu la masterpiece ou je sais pas quoi, moi, c'est compliqué pour moi. Ouais, mais c'est pas un exercice facile. C'est un exercice qui est assez compliqué. Mais en revanche, je trouve que c'est un film quand même hyper percutant. Oui. C'est un film, je trouve, qui est important et qui, je trouve, qui est assez actuel. Voilà. J'ai envie qu'on parle de ça. Je trouve que c'était une thématique intéressante. Est-ce que tu peux, peut-être pour nos auditeurs qui n'ont aucune idée de ce que c'est, est-ce que tu peux le présenter un peu? Bien sûr. Paradis Amour, c'est un film qui est sorti en 2012, qui a été réalisé par Ulrich Seidel, qui a été mis en image par Edward Lachman, mais aussi Wolfgang Taylor. Ah, il y a deux chefs-op sur ce film. Ok. Voilà. C'est un film qui parle de la misère humaine pour moi, des inégalités sociales et raciales. Ça parle de la marchandisation des corps et des relations. Ça parle vraiment de néocolonialisme. Ouais. J'ai du mal. Il n'est pas facile, celui-là. Voilà, ça parle vraiment de cette frontière entre, je dirais, les pays européens et les pays africains. Et pour te faire un peu le résumé de cette histoire, c'est l'histoire d'une quinquagénaire, Teresa, qui a une vie plutôt très normale. Je pense qu'elle est issue d'un milieu social moyen. Très vite, au début du film, tu te rends compte qu'elle a une vie plutôt rangée, etc. Qu'elle a une fille adolescente qui vit sa vie d'adolescente la plus classique possible, tu vois, et qui décide de partir un peu seule en vacances dans un resort 5 étoiles au Kenya, un hôtel qui est juste magnifique, avec une plage privée, etc. Et tu te rends compte que cette femme seule va rencontrer un peu, je vais dire, les badauds ou des femmes qui sont un peu seules comme elle dans cet hôtel, et que très vite, je pense que Teresa était plutôt naïve au début de ce film, mais très vite, elle va rentrer un peu dans ce truc où ces femmes sont déjà, tu vois, à savoir rencontrer des jeunes hommes locaux pour avoir des rapports, quoi, des rapports sexuels, je dirais. Donc ça parle aussi de tourisme sexuel. Ouais. Et effectivement, là-dessus, c'est vrai que donc moi je l'ai vu hier, quoi. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est un film qui parle. Moi, ça m'a vraiment striké la dimension qui raconte des formes de misère. Ouais. Et qui raconte en fait comment en fait le système actuel mondialisé où il y a des pays riches, des pays en développement et en fait il y a des gens qui sont pas heureux dans ces deux types de pays, en fait dans ces deux types d'économies, et qui vont trouver des moyens de finalement se rencontrer, mais dans un cadre qui reste en fait finalement, j'ai envie de dire, le cadre du capitalisme, quoi, et de comment en fait même une rencontre, ça va devenir un objet de tarification. Et du coup, le film, il est costaud. Hein. Il est costaud. Il est costaud. Déjà, il est costaud. Et je trouve que, surtout, Seidel, tu vois, sur les points de vue qu'il a mis en place, je les trouve quand même hyper justes. Il est plutôt quand même dans une notion de... Comment dire je dirais qu'il est dans une notion où il dépeint. Il juge pas. Je trouve qu'il est vraiment dans un truc un peu cru, très froid, très clinique. Tu vois, c'est des caméras, c'est un plan fixe posé très large. Souvent, tu vois vraiment la frontière. Tu vois, mais ne serait-ce que, par exemple, je sais pas, les plans de plage où tu vois ces touristes allongés sur leur transat, et de l'autre côté, les locaux qui patientent et qui attendent que, tu vois, qu'il se passe quelque chose. T'as beaucoup ça. Je trouve que, en tout cas, sur le point de vue sur Teresa, moi, ce qui me touche chez cette femme, c'est que c'est une quinquagénaire tu sens qu'elle est plus dans le fleur de l'âge, qu'elle a passé un peu sa jeunesse, etc. Que c'est une femme seule, qui éduque seule son enfant, qui a perdu beaucoup confiance en elle. Et tu sens que, notamment à travers la première histoire qu'elle peut avoir avec un des locaux, elle cherche pas du tout à avoir... Elle cherche à avoir de la tendresse, en fait. Elle cherche à avoir quelque chose un rapport amoureux un peu romantique, tu vois, je dirais un truc un peu dans ce genre, quoi. Mais je pense que c'est ça qui rend le film super touchant. Ouais. C'est qu'en fait,
tu parlais de tourisme sexuel et c'est ça, mais en fait, tu sens que elle, ce qu'elle recherche, c'est une misère sentimentale, ouais. C'est ça, elle est dans une misère sentimentale Totale. Et elle, ce qu'elle veut, c'est une rencontre, c'est ça. Et elle le dit même explicitement. Et d'ailleurs, la fin, je trouve la fin, elle est dure pour ça parce que tu comprends que, enfin, je vais essayer de pas trop spoiler, mais en fait, tu comprends que ce qu'elle cherche, en fait, elle n'arrive pas à l'obtenir. Ni au Kenya, ni chez elle. Et qu'en fait, c'est ça que ça nous montre, c'est cette détresse-là, quoi. Et en face, on a du coup des jeunes hommes kenyans dans la force de l'âge, beaux, grands, musclés, qui représentent une sorte de fantasme, en fait, pour ces femmes autrichiennes. Et que eux, en fait, ils sont juste ils ont besoin d'en fait ils sont dans le rouge. Ils sont dans le rouge une détresse financière. Et du coup, ils sont prêts à tout, en fait, pour réussir à récupérer un petit billet par-ci par-là pour leur famille, pour leurs enfants, pour machin. Et il y a un truc qui est... En fait, il y a un truc qui est dérangeant dans ce film. C'est le capitalisme. C'est ça, mais qui est hyper juste dans sa manière dont il est montré. Et je pense que c'est pour ça qu'il est aussi dérangeant, en fait. C'est parce qu'en fait, il y a vraiment, tu disais, cinéma vérité, quoi. Il y a des moments... Totalement. C'est très documentaire aussi. Dans la façon de faire. Documentaire, dépeint, et en même temps, c'est très il n'y a pas formel. C'est ça. Il n'y a pas de plan grandiloquent, c'est brut, quoi. Mais il y a un tour de force dans l'image, quoi. Parce que c'est ça, c'est brut, mais en même temps, c'est très beau. C'est très beau, très dur. Il y a un truc comme ça. Tout à fait. C'est très beau, très dur. Et moi, je pourrais rajouter juste un petit truc, moi, qui me marque un peu, mais c'est plus de l'aspect image pour le coup. C'est que tu te rends compte que ce film, il est hyper froid, alors qu'on est au Kenya. En termes de look, c'est hyper froid. Et que les highlights, en tout cas, toutes les hautes lumières, sont traitées. C'est très haut. Oui. C'est très doux. Et c'est presque de l'ordre de l'Éden. Je sais pas comment te dire. Il y a un truc très blanc pur, tu vois. Moi, il y a un truc qui, je trouve, en fait, ça reste de la narration pour moi. À notre échelle, en tant que chef-op, etc. Je trouve que c'est de la narration qui conduit à donner un peu ce propos-là aussi, de manière un peu en sous-texte, bien sûr. Tu vois, c'est un peu ça. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que en plus, le titre oriente aussi un peu la vision là-dessus, parce que le truc s'appelle Paradis. Et en fait, avec le titre, il est trop bien choisi. Il est hyper bien choisi. Le film, il est costaud. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est ce genre de film... Moi, j'avoue, c'est ce genre de film où il y a... Pour moi, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur à faire. C'est-à-dire, c'est le genre de film où il n'y a pas de musique. Non. Il n'y a pas d'effet de mise en scène. Il y a... En fait, c'est brut de pomme, quoi. C'est vraiment des persos dans des décors. Les caméras sont très souvent fixes, avec des cadres hyper bien taffés, mais très souvent fixes. C'est une photo reportage, quoi, moi, je trouve. Et t'es dans du temps réel et tout. Donc, t'as vraiment le gars, il s'est mis toutes les difficultés, quoi. Il s'est pas mis de facilité. Et pourtant... il arrive à t'attraper et c'est ce que je te disais. En fait, moi, je suis rentré dans le film vraiment jusqu'au bout. À la fin, il y a une séquence qui est très, très compliquée à regarder. Qui est hardcore, aussi, mais voilà. Et après cette séquence, ce que je te disais, c'est la seule fois où j'ai regardé ma montre. Non pas parce que je me faisais chier, mais parce que je me disais, putain, s'il y en a d'autres des comme ça, ça va être dur. Et c'est là que j'ai vu que j'arrivais à la fin du film. J'étais en mode, cool. Est-ce que... Ouais, ça me donne bien envie de le finir ce soir. Il faut que tu regardes. Et moi, même sur la photo, ce que tu disais, moi, il y a un plan dès le début qui m'avait beaucoup marqué. C'était les trois gars qui nettoient la piscine. C'est en fait, c'est juste vraiment une économie de moyens. C'est un plan fixe, tout simple. C'est juste magnifique, ultra bien pensé, maîtrisé. Pour le coup, moi, j'ai envie de te dire que là, franchement, ce film-là, c'est quand même un plan, une idée, et ça raconte quelque chose tout de suite. C'est hyper percutant à chaque fois. Et t'as pas besoin de te poser la question pendant 2 secondes. C'est hyper clair, c'est hyper bien foutu. Et moi, je trouve que c'est la force de ce film. C'est que c'est de la simplicité, mais ça raconte toujours quelque chose dans n'importe quel contexte, dans n'importe quel cadre. Et j'ai cru voir, du coup, ça faisait partie d'une trilogie. Tout à fait. C'est le premier volet d'une trilogie. T'as Paradise of Faith et Paradise of Hope aussi. Bon, voilà, après, c'est d'autres contextes. C'est dans un autre pays. Ils repartent en Autriche, mais c'est avec la même actrice principale. C'est avec Teresa, que tu vois. Donc, c'est le même personnage. D'accord. Ils sont aussi intéressants à voir.
Je te conseille de les regarder. Hein. Ouais. Regarde, commence par celui-ci, finis celui-ci, et après tu me diras, mais moi je vous conseille de les regarder. Après, mon préf, c'est celui que vous regardez. Ok, d'accord. Ouais. Que vous avez regardé, pardon. Mais ouais, très chouette. Et effectivement, je pense que c'est le type de cinéma, faut avoir un minimum, faut savoir un peu où tu mets les pieds. Sinon, tu peux être surpris ou tu peux être dérouté, quoi. Et parce que c'est pas un film qui te prend par la main. Non. Mais c'est bien. En fait, c'est cool, justement, des films comme ça qui sont un peu exigeants et qui, en fait, derrière, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Mais derrière des personnages et des situations, en fait, te brosse une sorte de portrait de OK, c'est quoi les conséquences des sociétés libérales mondialisées, capitalistes, ça donne quoi sur les êtres humains, en fait. Clairement. Et c'est là où le film il touche assez fort, parce que même si on n'est pas des femmes de 50 ans passés, on n'est pas des Kenyans, on connaît pas ces choses-là, en fait, ça vient titiller un truc qui est ce truc de... Ouais, en fait, on est dans un monde où tout est monnayable. Bien sûr. Et jusqu'à la tendresse, jusqu'à l'amitié, jusqu'à l'amour. Et avec les conséquences qu'elles ont aussi derrière, quoi. Ouais. T'as la première séquence aussi qui est hyper parlante dans ce film. Je sais pas si tu te rappelles de la première séquence. Oui. L'ouverture du film, elle est waouh. Je pense qu'elle raconte beaucoup sur ce qu'est la société, en tout cas ce que veut dire le réalisateur. Ouais. Et ça, c'est justement, je me posais la question, c'est le métier de Teresa dans le film. Le fait je sais pas. C'est pas explicité. Je m'en rappelle pas comme ça, donc je pourrais pas te répondre. Mais oui. Je me rappelle plus de la première séquence. C'est des autotamponneuses. Ah mais oui, ok, oui, c'est vrai, pour avoir... Comment j'ai oublié ça? Comment j'ai oublié cette séquence? La première séquence, elle est balèze aussi, quoi. Tu sais, moi, j'ai vraiment vu cette séquence en me disant, dans un cinéma, ça doit te mettre une très grosse tarte, hein, parce que c'est bruyant, les mecs sont filmés très près et tout. Et je trouvais que moi, j'ai vu plus un écho sur du coup, le fantasme de l'homme noir derrière. Tu vois, genre... c'est l'exotisation des corps. Enfin, des corps africains, de ces hommes. Il y a aussi un truc qui est très beau, moi, dans le film, je trouve, c'est que comment la nudité est filmée, notamment de cette femme, qui a beaucoup de complexes. Enfin, tu te rends compte qu'elle elle a beaucoup un problème avec son corps, avec le fait qu'on le touche. Tu le vois aussi. Elle leur donne beaucoup, la manière de faire les choses, etc. Enfin, elle cherche à avoir du sentiment, elle cherche à avoir un toucher doux et sincère, je pense. Et puis surtout, je trouve que c'est très pictural, quoi. Enfin, toi, tu me parlais en off d'un plan de cette femme qui dort avec ce mec et avec un voile, etc. Enfin, tu vois, les choses, très, très beau, si tu regardes bien aussi, je trouve que les couleurs sont hyper bien choisies à chaque fois. Tu trouves que, tu vois, à chaque fois, entre le costume, entre ce que tu peux avoir en termes de décor, etc., je trouve que tout est bien choisi et que tout est... Mais c'est ça moi, c'est ça que j'ai trouvé ça très fort, c'est que ça reste réaliste, alors même que c'est... Enfin, tu vois, genre, Enfin, moi, pour le coup, alors je connais pas le Kenya, mais j'ai passé du temps en Afrique, tu vois. Et donc, je vois très bien les cases, les maisons, les petites maisons comme ça et tout, où les pièces sont pas forcément très lumineuses et tout. Mais quand t'es dedans, tu te dis pas, si je mets une caméra là, ça va faire une peinture. Tu vois. Alors que là, l'image, elle est posée. Vraiment, tu peux. C'est une peinture, quoi. La nana qui dort avec le voile dessus et le ventilateur et tout, mais c'est hyper beau. Et il y a plein de moments comme ça. Et c'est ça aussi que j'ai trouvé touchant dans le film. C'est ce truc où, malgré ce truc de tourisme sexuel, de relations tarifées, etc., il y a des espèces de moments qui sont hyper poétiques, hyper justes, hyper beaux, où tu te dis, ouais, ok, il y a tout ce background un peu déroutant et tout, mais tu sens qu'il y a des instants de justesse, de délicatesse, en fait, quoi. Et ça, je trouvais... Enfin, en fait, le film te met vraiment face à une réalité, comme tu disais très bien. Il la juge pas. Juste, il te la montre. Et du coup, là-dedans, il y a plein de choses à prendre. Et c'est vrai que c'est un film que je trouve très... Je me disais ça après l'avoir vu hier soir. Je me dis, il y a tout dans ce film. Genre, il y a tout. Tu veux parler de ce que c'est que la société, l'humain, l'image, le silence, la parole. Enfin, il y a vraiment tout. Tu peux vraiment manger ce film-là. Il y a tout dedans. Pense, hein. C'est pour ça que je trouve que c'était... Moi, c'est pour ça que je trouve que c'est important d'en parler, tu vois. Parce que c'est aussi pour ça qu'on fait des films, quoi. Oui. C'est aussi pour faire une critique aussi satirique de notre société. De faire un constat aussi un peu de faire.
Et là, j'ai une transition toute trouvée. Ouais. Paradis, ange, elle du désir, Wim Wenders. Du coup, on change un peu. Normalement, dans la partie cinéma, on a un top 4 après Letterboxd. Ouais. On s'est dit que ça pourrait être intéressant, comme on a un chef-op, de faire un top 4 des chefs-op. Et on va commencer par monsieur Henri Alecan, qui a Alecan. On va commencer du coup par monsieur Henri Alecan, que j'ai prononcé du bon coup dès le début, comme vous pouvez le voir grâce au montage, qui a donc dans ses œuvres les plus connues La Belle et la Bête de Jean Cocteau et Les Ailes du Désir. Classique. Beaucoup Quai des Brumes aussi de Marcel Carnet, tu peux le rajouter. C'est en noir et blanc également ? Tout à fait. Ok, c'est quelqu'un qui a travaillé que sur du noir et blanc ? Non, parce que Les Ailes du Désir, il y a de la couleur aussi. De la couleur pour la partie humaine, pour le point de vue des humains. Ok. Mais ouais, pour t'en parler, moi je trouvais ça important de mettre Henri Alecan parce que c'est quand même un des plus grands chefs opérateurs français du XXe siècle, quoi. Enfin, vraiment, c'est le mot. Bon, t'as déjà cité un peu les grands films qu'il a pu faire, etc. Mais c'est surtout c'est un grand poète de la... Enfin, pour moi, il y a vraiment de la poésie dans son image. Et il arrive vraiment à recréer des univers assez fou, assez dingue. Et moi, j'ai découvert ce chef opérateur quand j'avais, je pense, 16 ou 17 ans, en faisant les rayons de la Fnac, quoi. Moi, je faisais pas mal de trucs comme ça. Enfin, j'allais chercher des bouquins qui parlaient de réalisation, qui parlaient du métier de chef opérateur, qui parlaient du décor, de la peinture aussi par rapport au cinéma, les parallèles qui pouvaient être faits, ou encore même, tu vois, enfin, juste simplement des DVD. Et moi, j'ai découvert ce bouquin qui s'appelle Des lumières et des ombres, tu vois, et il parle vraiment de son métier, de comment il l'envisage, de comment un décor lambda peut tout simplement être éclairé et devenir complètement autre chose. Qu'est-ce que la lumière peut provoquer émotionnellement? Et surtout, je trouve que c'était quelqu'un qui était hyper généreux, notamment sur, tu vois, dans ce bouquin-là, tu as des scripts et tu as des annotations de sa part sur ce qu'il aimerait faire par rapport à cette scène, ou des plans lumière, par exemple, tu vois, ou... des photos de tournage aussi, des photogrammes de films. Enfin voilà, il met en relation tous ces trucs-là. Moi, ça m'avait beaucoup plu. Enfin, c'est un truc que je trouvais ça hyper généreux de sa part. Et c'est comme ça que moi j'ai découvert son cinéma. C'est comme ça que j'ai regardé, c'est comme ça que j'ai acheté, tu vois, par exemple, les DVD de Cocteau, notamment La Belle et la Bête, avec qui il a travaillé. Ouais. Je pense qu'au même âge, moi, je suis tombé avec mon frère sur Arte, sur La Belle et la Bête. Ouais. Et tu sais, genre... côté non, justement, je pense que c'était le premier film... Je pense, vraiment, je pense que c'est le premier film en noir et blanc sur Arte qu'on a maté avec mon frère en se disant « Ouais, c'est trop bien le noir et blanc ». Tu vois, c'est où à un moment donné... En plus, c'est un vieux film, ils sont en costume et tout. Et on était tous les deux scotchés. Je pense qu'on a raté les 5 premières minutes. Et on est tombé. C'était l'époque où on regardait la télé, où tu zappais, tu vois. Et on est tombé dessus et on a fait vas-y, un film en noir et blanc sur Arte, avec des sous-titres jaunes, on s'en fout, quoi. Et puis au bout de 3 minutes, on a fait c'est pas mal, c'est beau. Et puis on a regardé tout le film et à la fin, on a fait mais c'est ouf. Genre, on peut faire ça en noir et blanc. Moi, c'était vraiment ce truc que je me rendais pas compte que. Éclairé du noir et blanc, ça pouvait être un art, en fait. C'était vraiment la sensation. C'est quand même un précurseur enfin, en tout cas, sur ce film-là, moi, je trouve qu'il est hyper précurseur, mais je pense que c'est aussi Cocteau qui lui a permis de faire ça, quand même, parce que, tu vois... Enfin, voilà. Mais en tout cas, oui, comme tu dis, au début du film, on est quand même dans un espace hyper réaliste, etc. Et puis, dès qu'on traverse dès que Belle traverse cette forêt et se retrouve dans ce château, le château de la Bête... Ouais. Là, tu as une transition à l'image qui devient hyper sombre. Il y a un traitement des noirs, tout est hyper sombre, tout est éclairé. Vraiment, en fait, les choses importantes sont éclairées. Et donc, on laisse vraiment une image dans une obscurité la plus totale. Et je pense qu'à l'époque, c'était vraiment pas un truc qu'on faisait vraiment, tu vois. Il y a des clairs-obscurs de fou. Enfin, voilà, quoi. C'est du Georges de la Tour par moment. C'est juste des... tu vois, c'est juste des chandeliers et des visages éclairés. C'est hyper expressionniste aussi par moments, avec des ombres projetées. Enfin voilà, je trouve que c'est un mec c'est un chef-op faut lui rendre hommage. Je pense que c'est un des plus grands chefs-op français qu'on ait eu, quoi. Tu vois, clairement.
Et puis, au contraire, quand on parle de justement les ailes du désir, les ailes du désir, voilà, tu vois, c'est un noir et blanc aussi. C'est aussi de la couleur par moment, mais en tout cas, le point de vue des anges est hyper aérien. On filme Berlin, enfin, tu vois, Wenders et Alcan filment Berlin en hauteur. Le noir et blanc est hyper doux, hyper cotonneux, hyper soft. Tu vois, il y a vraiment très peu de contraste. Et en même temps, quand tu te retrouves sur le point de vue des humains, tu es vraiment dans le caniveau, quoi. C'est hyper, comment dire, bruyant, beaucoup de foule, beaucoup de couleurs, beaucoup de... Voilà. Il y a une notion un peu de temps qui passe, enfin de moments à vivre, tu vois, c'est hyper oppressant. Je trouve que, tu vois, c'est des choses qui ont été mises en termes de mise... Enfin, qui ont été mis en mise en scène et en image, mais je pense que c'est réfléchi aussi par Wenders, tu vois, qui sont assez incroyables, je trouve, tu vois, dans ces films-là. C'est intéressant comme façon de décrypter la mise en scène et la mise en image. Ouais, tout à fait. Et alors du coup, on vient de parler d'Henri Alecan. Ouais. On dit Alecan comme ça ? Alcan. Ouais. Un autre chef-op que tu as évoqué, c'est Robbie Muller. Ouais. Et que pour le coup, moi, je n'identifiais pas jusqu'à ce que je regarde ce qu'il a fait. Ouais, t'as vu. Et que je vois Ghost Dog et Deadman. Ah oui, aussi. Et, Ghost Dog qui est dans mon top 4 ever, tu vois. C'est un peu le chef-op de Jarmusch. Moi, je suis un peu un fan de Jarmusch, donc c'est comme ça que j'ai découvert le gars. On est dans la même équipe là-dessus, c'est clair. Et donc, oui, donc du coup, c'est via Jarmusch que tu as découvert Muller. Moi, c'est en voyant à chaque fois son nom, je me dis c'est pas possible, mais il a fait que des films bien, ce mec. Tu vois, il a trop de la chance, quoi. Enfin, ouais, écoute, il a fait ça, puis il a aussi bossé pour Wenders, mais il a fait Paris, Texas, qui est quand même assez incroyable aussi comme film. Mais sinon, t'as un peu résumé. Moi, je rajouterais aussi Don Bailo de Jarmusch, pardon. Et qu'est-ce qui me plaît ? Pourquoi j'avais envie de parler de ce chef opérateur-là ? C'est parce que déjà, il m'a bercé pendant pas mal de temps. J'ai quand même vu beaucoup de ses films. Et que c'est surtout aussi un chef opérateur qui a fait du naturaliste, qui savait rendre la lumière aussi invisible, je pense, qui était capable de créer des images simples, mais avec beaucoup d'émotion, et qui avait aussi, pour moi, c'est quelqu'un qui sait photographier les grands espaces. Tu vois, moi je pense à Paris, Texas, par exemple. Tu vois, c'est hyper complexe dans le sens où c'est hyper pur parce que c'est des grands espaces et il y a une personne, mais c'est hyper complexe parce que aussi c'est un peu la métaphore psychologique du personnage, par exemple, de Travis dans ce film-là, tu vois. Et je pense aussi beaucoup au film de Jarmusch parce que je trouve que c'est quelqu'un qui sait photographier la ville. C'est un peu comme un street photographeur. Il n'a pas grand-chose, mais il sait y faire beaucoup. Tout est hyper esthétique et moi je sais que ça me fascinait la façon dont il éclairait, dont il photographiait la ville, Robbie Muller. Notamment, tu vois, par moments, c'est hyper simple, c'est hyper naturaliste quand on est en extérieur, quand on est de jour, etc. Mais dès qu'on est de nuit, il n'a pas grand-chose. Mais on est déjà dans une notion très colorée, avec des noms hyper criards, hyper acides. Il y a un truc, tu vois, qui est assez prenant au niveau des choix de colo quand il éclaire. Enfin, moi, ça m'avait marqué. Je sais pas, je pense à des séquences particulières. Mais, Et alors justement, j'en profite pour poser une question justement sur le travail de chef-op, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé. Là, on a parlé un petit peu de l'éclairage, donc qui sous-entend d'utiliser des lumières qu'on va venir installer. Mais il y a effectivement la dimension naturaliste de filmer avec l'éclairage naturel. Ça. Et ça, du coup, comment tu abordes ça ? Puisque, tu vois, je pense typiquement à un film comme Ghost Dog où j'ai l'impression que c'est beaucoup naturaliste. Je pense aussi. Et comment tu abordes ça c'est quoi la réflexion qu'il y a derrière de se dire, OK, est-ce qu'on met de la lumière ou pas ? Est-ce qu'on reste comme ça et on assume en fait la réalité dans ce qu'elle nous donne ? Ça dépend de ton budget. On revient. Est-ce que les grands espaces, les grands moyens, tu vois, est-ce que tu as en vérité, quand tu es dans des grands espaces, etc., tu subis un peu ton décor. Tu essayes surtout de tourner aux bonnes heures. Donc, plutôt la matinée ou plutôt l'après-midi, pas sur les heures où le zénith est pas loin, quoi, tu vois. Donc, mais d'une certaine manière, tu essayes de trouver un peu les bonnes heures pour tourner de manière maligne, avec un soleil qui a une direction un peu plus basse. Voilà, je dirais ça. Et puis après, pour Ghost Dog, ils ont quand même pas mal de chance. C'est quand même assez nuageux. Enfin, la chance, je sais pas. Parce que c'est hyper doux, mais c'est très nuageux. Ouais. Mais c'est vrai, c'est...
Enfin, ouais. Mais en tout cas, moi, je sais que c'est vraiment un de mes top. Et Deadman aussi, qui m'avait été conseillé à l'époque. Je me demande même si Deadman, c'est pas le premier Jarmusch que j'ai vu. Et moi, c'est Stranger Than Paradise. Je sais pas si tu l'as vu celui-là. Non, je l'ai pas vu. Je les ai pas tous vus. C'est un mec qui erre dans la ville. Ouais. Ouais. Enfin, je me rappelle de ça, parce que ça fait un moment que je l'ai pas vu celui-ci, mais oui. Mais ouais, du coup, très. Bête de chef-op qui a aussi éclairé. Du coup, j'ai vu Dancer in the Dark de Lars von Trier. Et aussi Breaking the Waves. Et Breaking the Waves, donc je l'ai pas celui-là. Ouais. Moi non plus, je t'en parle comme ça parce que je l'ai renoté, mais Dancer in the Dark, c'est une comédie avec Björk que j'ai beaucoup aimé. Qui est aussi balèze dans. Là, pour le coup, dans la noirceur de ce que ça te montre aussi de l'humain et tout. Ouais. Et Buena Vista Social Club, et qui est genre un. Alors, je pense que pour nous, c'est un film qui est un peu générationnel. Genre, on sait que c'était un docu important quand on était petit. Bien sûr. Je pense que pour la génération du dessous, c'est peut-être moins. C'est peut-être moins un bucket list de films à voir. Je connaissais de nom, pas plus. Moi, je connaissais de nom et ma mère écoutait beaucoup le groupe. Donc, j'identifie totalement, mais par contre, le film de Jarmusch, je ne l'ai pas encore vu. C'est un documentaire pour le coup. Et effectivement, pour moi, c'est vraiment le documentaire qui a popularisé, du moins en France, quoi, Compay Segundo et cette musique cubaine, quoi. Et qui était méga cool. Donc, du coup, c'était Wim Wenders ou Jarmusch, le Buena Vista Justement, pour moi, c'est une erreur parce qu'il me semble que c'est vraiment Jarmusch qui a réalisé Buena Vista Social Club. Bonne question. Dans le doute, laissez un commentaire. J'adore les commentaires. Que c'est Jarmusch qui a fait. Et on n'a pas internet ici, donc on ne peut pas vérifier. On est totalement coupé du monde dans ce studio de podcast, mais laissez un commentaire, ça nous fera plaisir. Voilà. Dites-nous si on s'est trompé. Si je suis con ou si le technicien coquin est con. Perso, j'ai mon avis. Et on va pouvoir parler de. On vérifiera à la sortie directe. C'est la dernière fois que tu parles pendant que je parle. on va pouvoir parler du prochain chef opérateur, Benoît Deby, qui visiblement a beaucoup travaillé avec Gaspard Noé. De ce que je vois sur les films qu'il a fait, c'est quelqu'un qui aime bien un peu les trucs un peu crado. Ouais, écoute, qu'est-ce qu'on peut dire? Benoît Deby, surtout, je pense il est connu pour travailler avec Gaspard Noé. Je pense que c'est ce qui a fait décoller sa carrière. Comment dire? Moi, je dirais que c'est plutôt un punk. C'est un chef-op sensoriel, c'est un chef-op qui peut être extrême, mais encore une fois, c'est pour ça que c'est pas évident de faire des tops, moi, je trouve, de chef-op. C'est qu'au final, c'est un bon chef-op parce qu'en fait, il sait aller là où veut aller son réalisateur, tu vois. Et quand tu travailles avec Gaspard Noé, c'est quand même, voilà, on est dans quelque chose de très intense, tu vois. Donc je pense que Deby, c'est quelqu'un qui sait accepter de faire de l'excès par moment. Quand tu vois Climax, quand tu vois Enter the Void, voilà, il faut des caméras en lévitation au milieu de Tokyo. Moi, je pense comment il fabrique ça, tu sais? Je sais pas tout, je t'avoue. Parce que c'est Enter the Void, c'est vraiment impressionnant. Je pense qu'il y a beaucoup de VFX aussi. Mais c'est super bien blendé dans de l'image réelle. Enfin, je sais pas, en fait, Moi, c'est un film qui, encore techniquement parlant, je trouve que c'est un film qui me perd. Enfin, mais il est impressionnant. Tu sais pas comment il fait, quoi, par moment. Moi, je me souviens, en voyant ce film-là, il y a des phases au début où le mec, je sais pas ce qu'il prend comme drogue, et il ferme les yeux. Et tu vois, tu as des espèces de formes qui apparaissent. Et j'étais vraiment en train de me dire. À mon avis, du LSD, je pense. Enfin, en tout cas, c'est la métaphore que je m'en fais, moi, en regardant le film. Voilà. Et, mais typiquement, je me suis dit, comment ils se sont mis d'accord sur le fait qu'ils voulaient créer ça comme image, tu vois. Parce que ça, c'est Gaspard Noé, je pense, qui, à mon avis, a dû faire certaines expériences et qui, à mon avis, traduit une de ces expériences. Je pense, c'est ça, tu vois. Ouais, je sais, mais je sais pas. J'ai un peu ce sentiment-là, tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Mais en tout cas, pour revenir sur Benoît Deby, je trouve que c'est un excellent chef opérateur. Et pareil, moi, c'est de la façon de Robbie Muller, je trouve que c'est un gars qui sait faire des films avec beaucoup de mouvements, beaucoup de lumière aussi en mouvement, je dirais,
beaucoup de contrastes, beaucoup de colos, notamment sur les films dont on a cité, mais c'est aussi un chef opérateur qui est capable de faire des films comme Les Frères Sister. Je pense à celui-ci. Je pense aussi à Vortex, qui est qui est le film le plus, de Gaspard Noé, qui est le plus naturaliste. C'est avec les deux vieux. Sur la vieillesse, ouais. Ouais, j'ai vu des extraits, mais je l'ai pas vu. C'est en split screen, etc. Tu vois, c'est un gars qui sait un peu tout faire. Et encore une fois, moi, je reviens sur un truc, c'est qu'au final, il a eu cette chance-là, comme d'autres chefs-op, comme Darius Khondji, par exemple, je trouve qu'il a eu cette chance-là à ne pas se faire enfermer dans un style, tu vois. Ouais. Parce qu'un bon chef-op, au final, c'est un chef-op qui sait faire de la comédie, qui sait faire du thriller, qui sait faire, je sais pas, du film de genre, un peu tout, quoi. Enfin, tout ce que tu as du moins envie de faire, je dirais ça. Et voilà, lui, il a eu cette chance-là, en tout cas, de travailler... de cette manière-là. Quoi. Bah, du coup, c'est trop bien. Ça nous fait la transition toute trouvée vers Darius Khondji, du coup, qui est donc le 4e chef-op que tu nous as proposé, qui est donc le chef-op, entre autres, de Seven, de David Fincher, qui est un peu un des films qui a fait date, notamment parce que le gars, il n'avait pas peur de faire du noir, quoi, dans un film hollywoodien. Donc, c'était quelque chose qui était peut-être pas... Enfin, c'était le genre de choses où à l'époque, il fallait batailler pour pouvoir imposer ça, quoi. Et qui a travaillé plus récemment sur un film comme Marty Suprême. Tout à fait. Et j'ai pas encore vu. Que j'ai pas vu non plus. Ouais. Vous l'avez vu, vous? Ouais. Et oui. Pour le coup, on retrouve vraiment sa patte un peu... j'ai le terme anglais gritty qui me vient. Vraiment un truc... très texturé même. Moi, j'avais adoré Uncut James. On retrouve vraiment cette patte. Tu utilises le bon mot. Moi, je trouve que c'est pour ça que je l'ai mis aussi. C'est que je trouve en fait que Darius Khondji, hormis avoir la chance d'avoir fait des films, d'avoir un peu une patte, mais de quand même toujours être collé, on va dire, aux univers de ces metteurs en scène, etc. Là où il se démarque beaucoup, moi je trouve, là où je trouve qu'il a une patte, c'est une notion un peu atmosphérique, je te dirais. Tu vois, c'est une notion, c'est un traitement des noirs. Il flash toujours ces noirs. En pellicule, on appelle ça flasher, c'est-à-dire que tu flashes en fin de process, quand tu as tourné quand tu as impressionné ta pellicule, etc. Au développement, tu vas flasher légèrement pour que les noirs ressortent, pour que tu aies du détail un peu plus ample dans les noirs. Moi, je trouve qu'il y a un travail des noirs qui est assez intéressant, qui est assez unique en son genre pour Darius. Et surtout, je dis atmosphérique ou texturé, comme tu disais, parce qu'en fait, à chaque fois, tu matérialises un peu sa lumière. C'est souvent très moite. Il y a toujours, dans le décor, il travaille beaucoup avec la déco, je trouve. Enfin, il y a un truc où tu ressens, c'est organique. Alors, vraiment, il y a une notion d'organicité. Que James, ce qui me marquait, c'était j'ai l'impression de pouvoir... sentir la barbe un peu drue de Adam Sandler à travers l'écran. Je pense que c'est celui qui me parle le plus en vrai en style dans Stop après avoir plus de films. Mais parce que il est un peu plus il est un peu plus il est encore là quoi. Oui. Et moi j'ai pas parlé d'Agnès Godard aussi, mais Agnès Godard c'est quelqu'un qui me plaît beaucoup, notamment pour sa façon de filmer les visages et de filmer l'intime. Elle a quand même beaucoup bossé avec Claire Denis. Je pense à Beau Travail, par exemple, qui est un film exceptionnel où tu vois quand très cité pour ses qualités. Ouais, parce que Agnès Godard, c'est quand même une grande chef opératrice. Il y en a encore beaucoup d'autres. Il y a aussi Caroline Champetier et j'en passe. Enfin voilà. Mais en tout cas, j'avais envie de la citer aussi pour son travail, parce que moi, je regarde beaucoup de ses films, et notamment son travail avec Claire Denis, que ce soit 35 Roms ou ce genre de choses, quoi. Et j'ai l'impression que sur ce top 4, on a quand même pas mal de personnes françaises ou franco-libanaises, par exemple, pour Darius Khondji. Iranien, je crois. Je crois qu'il est iranien. Robbie Muller, il est néerlandais, en tout cas. Mais c'est en tout cas, Darius, Robbie Muller, c'est des personnes qui ont travaillé à Hollywood et aussi dans des pays européens. Après, Agnès Godard, français, je crois qu'elle est plutôt dans le cinéma européen, je dirais. Il manque Henri Alcan, je pense que tu traversais pas trop l'Atlantique à cette époque-là. Je pense qu'il a surtout fait des films français. Voilà. Parce qu'on a une patte française qui est reconnue un peu dans la photographie. Je sais pas trop. Moi, je parlerais pas trop de patte. Je pense que c'est plutôt des sensibilités que tu retrouves. Et puis c'est aussi, surtout quand tu es chef-op, l'opportunité de pouvoir faire des films assez différents. Parce qu'en France, par contre, ça, pour le coup, on a quand même ce truc, on aime bien mettre les gens dans des cases, quoi. On aime bien mettre les gens dans « il fait ça, ok, il fait ça, on va le prendre pour ça », quoi.
Or, je pense que c'est pas mal un peu de sortir un peu des sentiers battus pour tenter des choses, quoi. Ou du moins avoir cette opportunité, c'est aussi un facteur d'opportunité, de chance, quoi, tu vois. Ouais. Je dirais ça. Mais oui, mais en tout cas, c'est vrai que, pour rebondir sur l'éventail de carrière, comme on parlait de Darius Gondji, lui, il a effectivement bossé en France. En fait, il a bossé partout dans le monde, mais à chaque fois avec des projets qu'on fait date, quoi. Parce que du coup, La Cité des Enfants Perdus, Délicatessen. Ouais, Finch, on t'a parlé aussi de James Gray aussi, parce qu'il a fait quand même James Gray. Enfin, il a fait des. C'est vrai qu'en termes de nombre de réalisateurs assez ouf, ouais, je pense que Darius Gondji, quand même. On est dans le top. Ouais, c'est assez costaud. Enfin, il a c'est quand même assez fou. Ouais, Lost City of Z, pour moi, qui est un des. Enfin, déjà, j'aime bien le cinéma de James Gray, mais Lost City of Z, en fait, quand James Gray, il traite un peu des thématiques liées à la paternité, tu sais, il avait fait We Own the Night, celui-ci et le troisième Ad Astra. Je trouve que ces 3 films, pour le coup, c'est pas à chaque fois le même chef-op, mais je trouve que dans les thématiques, je trouve ça hyper fort. Moi, j'avoue, j'aime ce genre de cinéma qui prend son temps, qui t'immerge dans des univers, genre Lost City of Z, t'as vraiment c'est un espèce de Indiana Jones version sérieuse, quoi. Version réaliste, version et hyper belle aussi, sur une relation entre un père qui est jamais là, en fait, et un fils qui idéalise son père et qui finalement va pouvoir partir avec lui. Et du coup, je crois que dans l'équipe... Il a travaillé aussi pour Haneke, hein. Amour, par exemple. Ah oui, Amour. Bah oui. Un film hyper naturaliste, hyper réaliste. Ouais. Pour le coup, complètement. Et non, effectivement, c'est un peu dans le top, j'aime bien. Bah ouais. Ça donne beaucoup de matière à travailler pour nos auditeurs, beaucoup de références, même pour moi à regarder. Là, j'ai pas mal de trucs à finir et d'autres choses à regarder. On passe sa vie à regarder des films, hein, c'est le problème. Hein. Il y en a tellement qui sortent, il y en a tellement qu'il faut encore voir. Tu vois, c'est un peu... passe sa vie à faire ça. C'est ça. Et je pense que c'est important, hein, justement, après, dans le travail, quand on fait ces métiers-là et dans les échanges qu'on va avoir avec les autres chefs de poste autour d'un projet, ça aide énormément, en fait, de pouvoir partager des références alors après, ça veut pas dire que tu es obligé d'avoir tout vu, tu vois, mais typiquement, quand on se dit, ah bah tiens, ce film-là, il est quand même important dans ma réflexion, machin, bah on prend le temps de le regarder, on discute. C'est un projet, ça fait partie du projet, au final. C'est qu'on on le met dans le projet. Et d'ailleurs, là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cinéma, c'est un peu l'objet du podcast, mais tu l'as dit rapidement tout à l'heure, mais du coup, je reviens un petit peu dessus. La culture de l'image, c'est pas uniquement des films. C'est aussi, tu parlais de Georges Delatour, tu parlais de... Ça peut être de la peinture, ça peut être de l'animation aussi, ça peut être toute forme. Et ça, effectivement, ça nourrit énormément. Ouais, complètement. Même le vidéo gaming, au final. Enfin, le vidéo gaming, je parle comme comme un baron. C'est juste que je joue plus, c'est tout, tu vois. Mais en vrai, même les jeux vidéo. Enfin, les jeux vidéo, maintenant, c'est une source d'inspiration de fou. Enfin, tu vois, quand tu regardes Hit the Night, par exemple, tu vois. Je sais pas si vous avez vu ce film, Hit the Night. C'est un film sur... t'es en parallèle entre un monde réel et un jeu vidéo. C'est une histoire d'amour entre deux mecs et en parallèle, tu vois, t'as toute une partie dans un jeu. Ça ressemble un peu à World of Warcraft, etc. Ça vous parle pas? Non, bah voilà. Rien du tout, non. C'est sorti il y a pas longtemps, je crois. C'est sorti un an, 2 ans peut-être, un truc comme ça. Donc déjà, il y a quand même pas mal de parallèles avec les jeux vidéo et tout. Mais même, moi, je vois comment l'un et l'autre s'influencent. Tu vois, quand je pense à des films, pour le coup, cinéma d'action, type The Raid, tu vois, j'ai pas vu ça, je pense. film indonésien réalisé par un Anglais et avec un concept de jeu vidéo, en fait. Quoi. C'est un raid de mecs qui arrivent dans un immeuble. Au dernier étage, t'as le grand méchant qui doivent arrêter. Dans tous les étages, t'as que des assassins. Et les mecs, ils doivent monter les étages, tu vois. Donc c'est du stage, niveau par niveau. Et c'est super intéressant dans la mise en scène parce que c'est vraiment une mise en scène type jeu vidéo t'es derrière des persos, t'avances et tout. Et c'est intéressant de voir notamment,
le parallèle entre le jeu vidéo et notamment le cinéma d'action asiatique, pour le coup, il est super ténu depuis en fait le début du jeu vidéo, puisque l'un et l'autre se sont inspirés les uns les autres, quoi. Et ouais, c'est aussi une manière de raconter des histoires. Ouais. Et pas que en cinéma d'action, mais entre autres, quoi. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment les uns et les autres se nourrissent, quoi. Si cette thématique entre le cinéma et le jeu vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder tous les crosts de Karim Debache et ensuite tous les chromas de Karim Debache. C'est les meilleures pièces de divertissement YouTube sur le cinéma que je saurais recommander à qui que ce soit. Voilà. Cool. Est-ce que on s'est pas tout dit? Je pense que ce sera. Est-ce que jamais tout. Moi, je peux juste donner une petite dernière phrase. Ouais. C'est la lumière ne se voit pas, elle révèle. Et je trouve que c'est hyper juste. Voilà, c'est d'Henri Alcan et je trouve que c'est hyper juste. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que j'envisage ton métier. La façon de photographier, c'est qu'il faut pas que ça sente. Ouais. Que ça fasse partie du truc et Oui. que ça soit organique. Voilà. C'est important de la citer. C'est un truc dont je me rends de plus en plus compte, même sur mes petites vidéos, tout ça, quand je fais de l'étalonnage, en fait, à chaque fois, c'est mieux quand j'essaye d'en faire un peu moins. Quand j'essaye d'arrêter surtout d'en faire trop. C'est parfait. En fait. Là, t'as déjà compris pas mal de trucs. C'est une très bonne phrase pour clôturer. Juste avant de clôturer, est-ce qu'il y a des gens, des actualités à partager, quoi que ce soit? Non, rien du tout. C'est bien, franchement, c'est bien. Personne n'a rien du tout. À chaque fois, personne ne fait rien. On est des vrais intermittents, quoi. Ça m'en veut. Je sais pas, j'ai raconté plein de trucs de ce que j'ai fait il y a peu de temps. Oui, c'est vrai. Non, mais nous, on a un tournage qui arrive. On a un tournage qui arrive. Souvenir de sable qui arrive dans l'été. Le tournage arrive dans l'été. Peut-être que vous aurez besoin de figurants si jamais. Oui, on cherche des figurants. Alors après, faut pas qu'il y en ait trop, mais c'est bien s'il y en a quand même beaucoup. On cherche des plagistes. Ouais, voilà. On cherche des plagistes. On cherche une centaine de personnes pour peupler une plage. Et voilà, si jamais vous savez pas quoi faire cet été et que vous êtes du côté des Sables d'Olonne, faites signe à la prod. On mettra peut-être un mail dans la description. Hein. Moi, c'est faisable. Trop cool. Et voilà. Et venez voir à quoi ça ressemble. Un tournage en vrai. Très bien. Écoutez, merci pour votre attention. C'était le 6e épisode de Regard Cam. Merci Adrien. Merci à vous d'être venu nous parler. Ça merci nous fait beaucoup. super plaisir. Ouais. Merci au technicien coquin, Noah Le Bouquin, que je cite malgré nos différents tu cites toujours politiques. Mon prénom pour m'afficher. Ouais, écoute, il y a beaucoup de choses à afficher et c'est pour ça qu'on n'affiche pas ton visage. Merci à vous, les spectateurs, pour votre attention et merci à Steven aussi. Merci beaucoup. Et on se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode. On vous fait des bisous. Yes. Salut.